Bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plumes. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, nous accueillons l'auteur, musicien, multi-genre, multi-couteau suisse. Au moins ça. David Chop. David, on est ravis de t'accueillir. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Et on va découvrir ton univers. On a des tonnes de questions. Merci pour le petit brief que tu nous as fait aussi, qui nous permet de construire l'épisode. Avec plaisir. Catherine, par où tu veux attaquer le morceau? Comment on dit? La classe. Bienvenue à Dieu le de morceau, Plumes, tu regrettes voilà. déjà. Voilà. Alors, Je parlais pas de David, je parlais de l'épisode, évidemment. mais tout le monde avait compris, Cyril. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec... Donc, alors David, il faut quand même dire à nos auditeurs que non seulement est un artiste effectivement avec plein de cordes à son arc et très talentueux, c'est aussi un ami à nous parce qu'il fait partie de l'illustre groupe du Gaelic, du groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas avant. Et c'est vrai qu'on a été, autant Cyril que moi, très intéressés par ton parcours qui est assez atypique pour un auteur, puisque toi, tu es quand même d'abord un professionnel. Alors, je suis sûre que tu vas dire non, je ne suis pas professionnel, mais tu as vu, je te fais les questions et les réponses dans cette introduction, mais... C'est parfait, ça me va très Voilà, non, mais parce que je sais, je t'ai entendu dire dans une autre interview que tu n'étais pas professionnel, mais je pense que tu es surtout un gars modeste. Tu as quand même monté 3 groupes de musique, donc fait des tournées, des concerts, des albums. Je crois que tu es un peu professionnel. bien. Ouais. C'est un problème de définition. C'est un problème de définition. mais... Oui. Moi, je trouve intéressant d'avoir en tout cas cette expérience d'artiste et de créateur dans la musique que tu as poussé vraiment loin, et ensuite de partir dans tout à fait un autre art qui est l'art de l'écriture. Et je pense qu'on a beaucoup de questions par rapport à cette particularité et la manière dont tes deux activités artistiques se nourrissent. Mais au préalable, on voudrait que tu te présentes un petit peu, toi, en quelques mots pour nos auditeurs. Comment tu te vois, toi? Ouais. Comment je me vois? Moi, j'ai l'impression d'être un type tout à fait normal. Alors, quand on dit que tu es un artiste Voilà. talentueux, ça ne veut pas dire que tu es anormal. Voilà, hein, donc on te non, rassure, alors, hein. je suis quand même un peu anormal parce qu'on est plusieurs dans ma tête, mais je suis quand même... voilà, j'ai l'impression d'être quelqu'un comme tout le monde qui s'intéresse à plein de choses. Et puis, ça ressort dans mon parcours aussi bien professionnel que personnel. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 44 ans, je suis travailleur social au niveau professionnel, auprès de personnes en grande précarité, père de jumeaux, et puis à côté de ça, effectivement, je suis un peu musicien et passionné en fait d'imaginaire. Donc d'abord et avant tout un grand lecteur. Et voilà, depuis quelques années maintenant aussi, un auteur, avec déjà quelques petits romans à mon actif, et puis l'envie d'en publier d'autres. Oui, et puis déjà d'autres œuvres en cours, soumises à droite à gauche, dont tu nous parleras aussi pendant l'épisode. Ça va être un épisode très riche, puisque alors je tease un petit peu en ce début d'épisode pour dire que tu nous as fait la gentillesse d'amener ta guitare. Et ouais. Et donc on aura droit à un morceau de musique en live, hein, donc on te remercie beaucoup. Avec et plaisir. Puis comme on le fait maintenant traditionnellement depuis un épisode, parce qu'avant on n'y avait pas pensé, mais finalement c'est très bien, on te fera lire 1 ou 2 extraits que tu auras choisis. Mais avant d'en arriver à cette partie-là, Je voudrais juste, pendant que Catherine reprend ses notes, qu'est-ce que toi tu veux dire par « je suis passionné de l'imaginaire » ? Parce que je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai l'impression d'en être aussi dans le club. Mais qu'est-ce que tu entends par là, toi ?
Ce que j'entends par là, c'est que je pense que ce monde ne me suffit pas et que c'est pas une forme d'art en particulier qui me séduit dans l'imaginaire, parce que je suis aussi bien fan de romans, de films, séries, jeux vidéo, de tout ce qui me permet en fait de rêver plus, de rêver plus grand, de rêver différent. Et puis tout ce qui me permet aussi, je pense que j'ai un métier, peut-être que vous comprenez bien ça, vous deux aussi, qui est assez dans une réalité assez difficile, assez dure de ce que notre monde peut faire vivre à certaines personnes. Et je pense que m'évader dans l'imaginaire, ça me permet de compenser un petit peu la dureté de ce que je ressens dans ce monde. Donc c'est vraiment, quand j'appelle l'imaginaire, c'est tout ce qui m'évoque le voyage, la magie, la quête, tout ce qui peut... un polar, pour moi, c'est un jeu. C'est une énigme. C'est une énigme. Donc tout ce qui va en fait me faire un peu, soit m'évader, soit travailler un petit peu mon côté joueur, pour essayer de trouver les clés. Et même, voilà, dans des récits qui ne sont pas forcément construits comme des polars, d'essayer d'anticiper où l'auteur ou l'autrice veut venir... dans un film, essayer d'anticiper, tiens, mais je suis sûr qu'il va se passer ça, ou ce personnage, en fait, je suis sûr qu'il n'est pas gentil. Tous ces trucs-là, je pense que, je sais pas, ça crée chez moi ça touche une corde qui est plus sensible que d'autres. Ok. Cette corde du merveilleux, effectivement, c'est ce que tu mentionnais, tu l'as eu très tôt, et dès tes premières lectures, tu es allé vers ces univers avec Roald Dahl, avec Tolkien. C'est toi qui as choisi ces univers, ou ta famille était versée dans ces littératures d'imaginaire? Comment ça s'est passé? Parce que je crois savoir que tu as découvert Tolkien tôt en âge. Oui. Du coup, la question parallèle, et tu pourras compléter, c'est qu'est-ce qui t'a fait découvrir Tolkien? Ça traînait à la bibliothèque des parents, ou comment on t'a fait, quoi? Comment t'as rencontré ce milieu? Bon, je pense qu'en réalité, un des éléments clés dans mon parcours de lecteur, c'est que je suis le deuxième d'une fratrie. J'ai une grande sœur. Et puis ma grande sœur est passée avant moi et a préparé le terrain, parce que c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la littérature et qui aime beaucoup l'imaginaire. Et je pense que j'ai hérité tout simplement. Mon premier souvenir, c'est Charlie à la chocolaterie, je pense, qui m'a vraiment marqué comme waouh, en fait, un bouquin, c'est beaucoup plus qu'un bouquin, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus qu'un objet. C'est quelque chose d'autre. Et puis après, mon père était aussi enseignant de français au collège, donc à l'école obligatoire. Et voyant que je m'intéressais à Roald Dahl et à l'imaginaire, il m'a assez vite parlé d'autres romans que lui avait lus, en me disant tiens, ça pourrait te plaire. J'étais encore jeune, effectivement, j'avais 10 ans quand j'ai découvert Tolkien avec Bilbo le Hobbit. Et puis à 11 ans, je me suis enfilé les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, qui à l'époque étaient en 6 livres dans l'édition que j'avais moi, en 6 bouquins. Et ça m'a pris, je pense, 3 semaines à l'âge de 11 ans de lire ça pendant un été. C'est rapide à 11 ans, hein, ouais. Ce qui est rapide à 11 ans, et parce que ça m'a totalement embarqué en fait. Et alors c'est vrai que ton père, il a quand même bien vu les choses et bien su lire en toi, parce que tu nous disais en off qu'il enseignait, je cite, l'histoire, l'allemand et le français, et ce furent 3 matières que je n'ai pas du tout aimées à l'école. Donc voilà, merci papa. Heureusement qu'il ne s'est pas acharné sur les classiques, quoi, en quelque sorte. Mais alors, je pense que c'est un peu un hasard que les 3 branches que mon père enseignait étaient des branches que moi j'aimais pas à l'école, parce que il n'était pas spécialement un papa qui ramenait son travail dans les discussions avec nous. Il ramenait du travail parce que les enseignants travaillent à la maison. Oui, il faut casser le mythe des enseignants. Faut casser le mythe, alors oui, il y a beaucoup de vacances et tout, mais alors, je me rappelle surtout qu'il a beaucoup bossé à la maison. Et non, je pense qu'il s'est juste intéressé à ce qui m'intéressait, en fait, à voir qu'est-ce qui me parlait. Il n'a pas essayé de... J'ai pas souvenir qu'il ait essayé de me faire lire des classiques. Je pense qu'il a dû se dire que... Alors d'une part, que j'en lisais bien assez à l'école, et que peut-être que lui aussi en lisait bien assez avec ses élèves, et qu'il n'avait pas spécialement envie de se replonger là-dedans avec ses enfants. En tout cas, on ne l'a pas spécialement relancé pour que lui nous fournisse de la matière dans la littérature qu'on qualifie de blanche. Puisque moi je suis plutôt un grand lecteur de littérature de genre. Oui, mais alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, on en discutait aussi tout à l'heure.
malgré tout, tu es aussi attaché au style et à la forme et pas seulement au fond. Donc, je pense que tu es un lecteur plus, plus exigeant. Enfin, plus. C'est pas tant que les lecteurs de genre pur sont pas exigeants, c'est pas du tout ce que je veux dire, donc c'est mal formulé. Mais tu es ouvert aussi à une sensibilité aussi pour le style et pour qui cadre avec ta blanche. T'en lis pas du tout? J'en lis plus du tout, mais j'en ai lu. Après, j'ai eu beaucoup de mal avec des classiques qui m'ont été imposés. Peut-être si c'était moi qui les avais choisis, peut-être que si aujourd'hui je prenais un classique que j'ai pas lu, je sais pas, Germinal, peut-être que j'adorerais me plonger dedans. Moi, j'ai surtout été dans la contrainte avec Le Rouge et le Noir, avec des classiques de ce type-là. Et ça me parlait pas. Par contre, quand moi, je me suis intéressé, par exemple, à Émile Ajar, Romain Gary, là, par contre, ça a fait tilt. Donc, effectivement, mais il y a une histoire. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression c'est beaucoup plus moderne. En même voilà. temps, c'est beaucoup plus moderne que du Zola. C'est ça. Je pense que j'ai besoin que ce soit pas juste une tranche de vie. Je sais pas comment dire. J'ai besoin que ça me fasse vraiment m'évader dans un sens plutôt positif. Plutôt que de parler d'évasion, hein, c'est ça. Ouais. Plutôt que de juste aller rejoindre la misère de quelqu'un d'autre à une autre époque ou voilà. Donc je vais avoir besoin de ça plutôt. D'accord, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais tu parlais du style. On parlait du style. Non, je voulais dire autre chose, mais vas-y, dis un truc. Dis un truc. Non, on est très bien organisé. Excuse-moi. Du coup, je voulais rebondir. Je vois une espèce de transmission dans la famille. Et puis du coup, comment ça se passe avec tes jumeaux? Ils aiment lire, ils sont trop petits. Quel âge ont-ils? Mes jumeaux ont 8 ans et demi, parce qu'à cet âge-là, ça compte beaucoup. Oui, le demi alors, compte. c'est fondamental. Ils ont 8 ans et demi tous les deux, et ils sont de grands lecteurs, mais principalement à l'heure actuelle de manga, en sachant qu'un de mes deux garçons, Sacha, à 6 ans, il lisait des romans. Des romans fantastiques, autour de dragons, des trucs comme ça, qui sont théoriquement plutôt pour du 9 ans et plus. Ouais. Mais il en a lu 2 ou 3, très rapidement aussi, avec la capacité de nous restituer ce qu'il avait lu d'une manière assez hallucinante. Et par contre, une fois qu'ils ont découvert le manga, c'était fini, parce que le média est plus proche de leurs intérêts à l'heure actuelle. Mais c'est des grands lecteurs. Et en fait, à la base, moi, je me suis lancé dans l'écriture, on en parlera après, mais avec l'idée de les intéresser un jour à ce qui, moi, me passionne, en fait, à la fantaisie, avec un récit qui peut-être puisse leur parler quand ils auraient l'âge que j'avais quand j'ai découvert Tolkien. Et j'aurais pas besoin en fait, je pense qu'ils sont déjà intéressés, ils sont déjà friands de s'évader, de fantaisie et puis de monde imaginaire en général, donc ça colle bien avec leur âge, mais je pense que c'est des grands lecteurs, ils vont rejoindre la grande famille des fans de littérature à mon avis. C'est génial. Ça c'est chouette, mais c'était vraiment ton objectif, un de tes objectifs de départ pour te mettre à l'écriture, oui. Qui te lisent. Oui. Oui, clairement. Chouette. Ouais. J'avais envie qu'un jour ils aient une histoire en se disant tiens, ça c'est mon papa qui a écrit, et puis du coup peut-être que ça vaut le coup que je regarde ce que c'est, et que peut-être qu'en découvrant ce genre d'histoire ils se disent waouh, mais qu'est-ce que c'est, puis que je leur dise regarde, il y en a tout plein d'autres qui ont écrit des trucs comme ça, encore mieux, et puis ou pour aller plus loin, ou si t'as aimé les dragons, il y a tel autre type d'auteur, si t'as aimé l'aventure, il y a tel autre type d'aventure, et d'essayer un peu de les initier, parce que moi je trouve que c'est une richesse immense que de pouvoir lire tout ce qu'on a aussi aujourd'hui, et avec une multitude aussi de nouvelles parutions en permanence, donc c'est même des fois difficile à suivre, donc j'avais envie qu'ils puissent s'ouvrir à ça, et en réalité comme je disais, ils sont déjà largement ouverts à ça alors qu'ils n'ont pas forcément l'âge de lire ces romans-là pour l'instant, mais je pense que le moment viendra. Ils t'ont lu? Non, peut-être pas encore. C'est quand même un petit peu ma femme je pense. a l'intention de commencer la lecture avec eux prochainement. Parce que là, ils ont lu tout Harry Potter et ils vont se lancer dans autre chose maintenant. Oui, alors c'est vrai que Harry Potter est souvent un étalon assez intéressant pour voir s'ils sont au niveau de compréhension pour une saga. S'ils ont lu Harry Potter, ils sont jeunes pour lire seuls. Oui. Mais de manière accompagnée, en pouvant discuter des moments qui questionnent, des moments qui remuent, etc. C'est un petit peu différent, c'est comme pour le cinéma. Il y a des films qu'on ne va pas aller voir seul à 8 ou 9 ans, mais qu'on peut voir avec ses parents puis en discuter
Oui, alors pour clairement. débriefer. Oui, après, il faut quand même faire attention aux conséquences émotionnelles éventuelles. Absolument. On s'adresse à des petits. Donc c'est sûr. Alors, avec tout ce passé de lecteur compulsif, donc, qui est encore le cas, parce que je crois que tu lis encore beaucoup, Oui. on aurait pu s'attendre à ce que la vocation d'écrivain te tombe dessus au sortir de l'adolescence, comme tant d'entre nous. Et en fait, pas vraiment. Ce qui t'est tombé dessus, c'est plutôt la musique. Oui. Alors, comment t'es tombé dans le chaudron de la musique ? Raconte. La littérature, la lecture en tout cas, ça reste, puis vous me direz que l'écriture aussi en fait, ça reste quelque chose d'assez solitaire. Et puis à l'inverse, je pense que la musique c'est plutôt un art qui est là pour se partager. Alors bien sûr, un roman qu'on a écrit, il est là pour être partagé, mais j'entends Mais dans t'es pas avec la l'immédiat, personne. dans l'immédiateté, la musique est un art qui est plus un art social, j'ai envie de dire. Et à l'adolescence, c'est ça qui me parlait, quoi. Enfin, à l'adolescence, on a les premières booms, on danse sur de la musique, on se fait écouter nos musiques, etc. Et assez vite, le média était plus parlant pour l'ado que j'étais. Rapport à aussi peut-être une forme de timidité, un besoin peut-être de trouver un moyen de m'exprimer aussi autrement. Et je pense que là, la musique est devenue un bon moyen. J'avais déjà fait du piano tout petit, entre 8 et 11 ans. Et puis ça n'avait pas spécialement croché. Ça m'avait donné des bases, mais ça ne m'avait pas du tout parlé. Et puis à l'adolescence, c'est vraiment devenu pour moi un moyen d'expression. Puis c'est aussi l'art qui me touchait le plus à ce moment-là. Je pense que je pouvais être très, très, très ému par une chanson à l'adolescence, plus que par un texte. Je lisais moins aussi. Mais néanmoins, quand même des chansons à texte. Oui. Paradoxalement, Oui. parce qu'il y a Oui. dans la musique, il y a la musique elle-même, la mélodie, et puis il y a aussi le texte. Ouais. Et je crois, tu nous disais également que tu es quand même très attaché au texte. Enfin, tu citais Brassens, Ouais. des auteurs comme, enfin des musiciens qui racontent vraiment quelque chose. C'est toujours compliqué pour moi d'admettre que je suis un peu critique sur les textes de chansons, parce que j'ai l'impression que ça veut dire que j'invalide entre guillemets ce que d'autres personnes aiment beaucoup. Tu vois, si je veux dire telle chanson, je trouve que le texte est pauvre, alors qu'il y a des gens qui disent ouais, mais moi ça m'a beaucoup touché. Ça peut paraître un peu gonflé ou un peu élitiste. En réalité, c'est plus une histoire de sensibilité personnelle. Je vais plus facilement rentrer dans le texte d'une chanson qui est, selon moi, selon mes critères et ma perception, bien écrite. Et puis, souvent, pour moi, j'ai beaucoup aimé dans la musique, comme dans la littérature, la métaphore, la possibilité d'évoquer les choses de manière onirique. Et en fait, on y reviendra peut-être après, mais je pense que j'étais pas si loin déjà à l'époque. Si loin que ça de la littérature, en réalité. C'est un petit peu à ça que je voulais t'amener. Mais pas de poésie, bizarrement. Pas de poésie, non. Quoi ? Non, mais je laissais finir, David. Mais non, mais quand tu écris des chansons, quelque part, non, mais alors... ce sont des poèmes. Il y a un problème de rythme, il y a un problème de rime, il y a un problème d'articulation. C'est pas un problème, mais il y a ces facteurs-là. Oui, mais justement... C'est un parallèle avec la poésie qui est important. Je me suis mal exprimée, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'une chanson, c'est un peu la même structure et la même manière, j'imagine, d'écrire qu'une poésie. Les gens qui ne sont pas musiciens qui te disent ça. Oui, tout à fait, mais nous, on sait tout, adieu de plume, on est tellement doués. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que tu n'écris pas, dans ton activité d'écrivain, tu n'écris pas de poésie. C'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais c'est pour ça que quand tu as fait j'ai dit, mais non, mais j'ai pas dit une bêtise. Non, mais par contre, j'étais un grand romantique, puis j'écrivais des lettres. Des lettres d'amour ? Oui. T'as séduit ta femme comme ça ? Non, malheureusement. Bon, t'as séduit ta femme, non. Écoute, c'est voilà. l'essentiel. Pas par des lettres d'amour, non. Mais je lui ai écrit des chansons. Ça, c'est quand même. Mais non, adolescent, j'ai peut-être écrit quelques poèmes, c'est possible. Oui, je pense qu'avant de m'essayer à l'écriture de chansons, j'ai écrit quelques poèmes, mais c'était diablement mauvais. Je suis bien heureux de les avoir perdus. Non, je pense qu'en fait, l'envie d'exprimer, en fait,
je sais pas, d'exprimer quelque chose autrement que dans le quotidien, que dans le rapport direct qu'on a de personne à personne, en utilisant le papier et le crayon, oui, ça m'a parlé assez jeune. Mais après, l'adolescence, c'est quand même un âge où on est... Enfin, pour moi, en tout cas, j'étais dans des trucs beaucoup plus immédiats. Le sport, la musique, c'était un peu plus en phase avec une énergie des années 90 où moi, j'étais ado, quoi, avec le skateboard et puis ce genre de trucs. Où tout d'un coup, ça passe un peu au second plan. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas touché, mais j'étais tout simplement... moins face à des bouquins. J'ai lu, hein, puis c'était la période un peu poète maudit, par contre. Tu vois, quand on est un jeune ado, puis qu'on est là, oui, Rimbaud, Baudelaire... Incroyable. On est tous passés. Il a 2 trous aux côtés. Voilà. Notamment. Et donc j'étais quand même touché par de la poésie. Oui. Mais c'était pas le média qui me parlait le plus dans l'immédiat à ce moment-là. Voilà. Il me fallait quelque chose d'un peu plus immédiat. Pardon. Non, je t'en prie. Et puis, effectivement, il y avait aussi par rapport, enfin, ce que tu disais également, que écrire te paraissait quelque chose d'un petit peu inaccessible, en tout cas écrire ce qui est super paradoxal, parce que, effectivement, comme on disait, t'écris des chansons, t'es déjà auteur, mais alors, je sais pas s'il y a une question de nuance entre le format court et le format long, mais écrire un roman, ça te paraissait quelque chose de... Les auteurs, c'est pas des gens qui existent, quoi, en quelque sorte. Est-ce que je traduis bien Oui, non. Alors moi, je fais la comparaison vraiment avec le cinéma. Pour moi, être auteur, c'était comme être comédien de cinéma. Puis c'est quelque chose que d'autres peut-être font, mais en tout cas pas moi. Ouais. Donc ça me paraissait absolument pas quelque chose d'accessible. Et puis j'avais des idées en tête. Enfin, déjà gamin avec ma sœur aînée, Patricia, je la salue au passage. On adorait inventer des histoires, on adorait... Enfin voilà, quand on partait en vacances, j'ai des cousins plus ou moins du même âge en Espagne, on s'inventait des histoires aussi, on passait les étés ensemble à se créer des aventures, donc la fibre créative, elle était là. Mais j'avais l'impression que l'auteur, c'est un professionnel. Déjà, je me rends bien compte aujourd'hui qu'on est des professionnels, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne notre vie par... Ah non, mais ça c'est... par la pub, mais pour moi, c'était ça. C'est des gens qui écrivent, qui gagnent leur vie avec ça. C'est 2 choses différentes. Et ça, c'était totalement inaccessible, jusqu'au jour où j'ai connu quelqu'un qui avait écrit un livre. C'est ça qui a totalement démystifié pour moi, tout en... C'est resté quelque chose d'incroyable. Tu veux dire une vraie personne? C'est devenu accessible. Voilà, une vraie personne que je connaissais en chair et en os. Oui, ça change. Qui a écrit un bouquin. La perspective. En fait, et il était super. Possible. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Si je connais ce gars, qui est un gars normal comme moi, et pas une espèce de génie, voilà, un peu comme on se représente des jobs inaccessibles ou peut-être des sports inaccessibles. Enfin voilà, toutes sortes de fantasmes qu'on peut avoir sur des carrières. Ça me paraissait pas être pour moi, ou alors de manière totalement confidentielle, j'écris pour moi et je ne le montre à personne. Oui, c'est vrai, je trouve très surprenant, alors qu'en musique, tu t'es pas posé autant de questions existentielles, alors que moi, vu de mon point de vue, créer un groupe, être dans un groupe, faire des disques, faire des concerts, c'est quelque chose qui me semble au moins aussi inaccessible qu'être auteur. On a failli perdre Cyril. C'était la chaise de Nicolas ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Bon, moi je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Mieux. Ça va? Oui. Ça va, Cyril? Très bien, merci. On peut y aller. Non, mais je pense que pour moi, Catherine, c'est des arts différents. Et puis, c'est que très récemment, en étant interrogé par des auteurs et autrices comme vous sur mon parcours, que je me rends compte qu'il y a vraiment un lien. Moi, j'avais l'impression que j'avais commencé à écrire quand j'ai écrit Tibéria, qui est ma trilogie. Et c'est vraiment plus tard, je me suis dit, mais non, en fait, j'écris depuis super longtemps. J'ai griffonné des calepins dans des bistrots pour écrire des chansons pendant 20 ans, enfin plus de 20 ans. Donc, mais je voyais pas le lien entre ça et puis le métier d'écrivain. Pour moi, c'était comme si c'était scénariste pour le cinéma, c'est aussi un autre métier que auteur. Alors qu'en fait, tout ça, c'est la même chose. Ça part de la même impulsion, ça part probablement de la même créativité, quoi. Oui, à part, enfin, je pense aussi, à part une forme et une longueur qui n'est pas la même. Mais maintenant que tu es... Bon, et puis quand tu t'es lâché, quoi, parce que tu nous en as fait 3 d'un coup, en peu de temps, hein, écrit en combien de temps j'ai mis 9 mois à écrire ces 3 tomes. Oui, alors, et puis c'est pas... Bon, on va les montrer.
si j'y arrive. Bon, Et on c'est va des pas les bonnes- montrer c'est du des tout. bonnes cales de porte, on dit, Alors en voilà, général, ouais. je suis là où il faut ou pas du tout? Ah oui, là. Là. Non, c'est pas celle-là. On est des professionnels, tuyau de plume. Et puis en fait, c'était pour voir comment il était épais. Ah, Pour voilà. voir comment il est gros. Il est gros. Et il y a des lettres dedans. Il y a beaucoup de lettres Voilà, il y a dedans. des mots. Oui, non, mais c'est 9 mois. 9 mois. 9 Mais la 9 mois, trilogie. 9 mois où j'ai rien fait d'autre de mon temps libre. Oui, mais enfin, tu travailles, t'es papa, Oui. tu Ah oui, fais alors, à part t'es faire des repas, s'occuper des musicien. enfants, bien sûr. Non mais mon gars, 9 mois c'est le temps qu'il me faut pour poser la structure d'un de mes romans. Donc Oui, alors on pourra en parler après, parce que j'ai découvert des termes que j'ignorais totalement en écoutant votre podcast, comme la question d'être un jardinier ou un architecte dans la littérature. Alors je suis clairement un jardinier, et moi il me faut une soirée pour avoir une idée de bouquin, et puis ensuite je l'écris. tu te la racontes quoi. Voilà. Enfin, tu te Alors, racontes je l'histoire. me répète si tu veux, oui, mais Non, je voulais je me dire. la raconte C'est pour ça que je corrige tout de suite. Tu te racontes l'histoire à toi-même, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, exactement. Moi, je voulais revenir sur un petit truc tout à l'heure. Tu parlais sur la musique, et plus particulièrement sur les paroles des chansons, de ce qui te plaisait, de la construction des phrases, enfin, du côté poétique. Et j'étais curieux de savoir si tu arrivais à définir ce qui te plaît, ce qui fait la différence entre un texte de chanson, et puis par extension, ça va être vrai à mon sens pour la littérature. Un texte de chanson qui va te plaire versus un autre qui va moins te plaire. Qu'est-ce qui clique chez toi? Est-ce que c'est toujours la même chose, ou est-ce que c'est vraiment de l'ordre du feeling et puis tu as du mal à l'expliquer, ou tu sais que... Parce que tu as parlé de métaphore, tu as parlé d'imager la réalité quelque part. Donc, est-ce que tu arrives à préciser un peu, ou c'est une question piège? C'est une question piège, parce que la plupart des questions qu'on peut me poser sur ma manière de fonctionner, de créer ou de réagir à l'art des autres, je suis un peu coincé parce que je suis assez instinctif. À la base, j'ai souvent un peu du mal à filtrer qu'est-ce qui fait que ce texte, cette chanson, cette musique m'a touché. Avec le recul, puis si j'essaye d'analyser, je me dis qu'il y a... quand on utilise les mots pour les faire danser quelque part, pour les faire... j'ai l'impression que les mots peuvent être capables d'une magie. C'est clairement le cas. Voilà, qui n'est pas aussi efficace pour moi quand ils sont juste lancés comme ça. J'ai l'impression que quand on sent qu'il y a eu une intention de l'auteur d'aller... c'est comme la mise en abîme en peinture, ou... Enfin voilà, c'est toutes ces manières d'éloigner un petit peu le sujet, puis plutôt que de dire tous les flics sont des connards, et d'essayer de trouver une manière poétique de dire c'est quand même pas simple dans ce monde d'être une personne qui a affaire à tel ou tel type de problème avec les forces de l'ordre, etc. Il y a plusieurs manières de faire, et puis je pense qu'il y a des styles de musique qui vont avec. Peut-être que sur un bon vieux hip-hop, je vais trouver ça assez cool, qu'on soit assez frontal sur des thématiques de société. Peut-être même dans certaines musiques rock, ça passe assez bien d'être dans la dénonciation d'une manière assez frontale. Et puis après, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'onirisme, en fait. C'est cette capacité à sublimer, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. À sublimer le sujet qu'on est en train de traiter par la plume, en fait. Et c'est comme si ça plaisait non seulement à l'âme, mais aussi à l'esprit. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que c'est ça, en fait. Ça plaît... Il y a ce rapport direct où je ne peux pas l'expliquer, où ça me touche, et en plus, il y a de la nourriture pour mon esprit, quoi, pour l'intellect. Si je comprends bien, je vais essayer de faire une image pour voir si ça est raccord avec ce que tu viens de dire. Par exemple, un texte court, même dans la littérature, qui exprimerait quelque chose d'oppressant, saccadé, rapide, tu vas être plus touché toi si le choix des mots est d'une certaine manière, et le rythme des phrases est d'une certaine manière, et des phrases courtes par exemple, des phrases sèches, et puis parce que ça va rajouter une dimension en plus au fait que c'est déjà un moment oppressant, etc. Donc on parlait tout à l'heure en off de travail d'orfèvrerie, c'est-à-dire d'aller ciseler tes mots de manière à transmettre comme des signaux non-verbaux en plus un sentiment pour appuyer l'idée qu'il y a derrière le texte. C'est ça? C'est ce dont on parle là, ou pas du tout? Il y a de ça.
Et puis, je pense aussi qu'il y a une part de tout temps, peut-être pas de tout temps, mais disons que depuis que la poésie existe, la scansion existe aussi. On pouvait réciter des textes. Et puis, je pense que la rythmique des mots peut amener quelque chose en plus, si on veut, à juste le sens des mots eux-mêmes, en fait. Pour moi, ça va amener une deuxième dimension. Et puis après, je me rends compte en parlant avec vous, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de creuser davantage, que c'est pas 100% vrai que je suis pas touché par d'autres types de manières d'écrire. Par exemple, ces dernières années, ces 15-20 dernières années, le slam est arrivé aussi comme moyen d'expression qui finalement remonte assez loin en réalité. Le fait de déclamer un texte, ça se fait depuis des millénaires. Le slam est arrivé, puis là on n'est pas forcément dans une obligation de la poésie, on peut être dans de la prose, et ça peut fonctionner extrêmement bien. Mais c'est un art qui est dans l'immédiateté. Souvent le slam, c'est quelque chose qu'on déclame, et puis il y a un rapport immédiat comme ça. Moi, la chanson, j'aime bien quand elle a été travaillée, puis qu'on a un peu l'impression de sentir la sueur, en fait, de sentir le travail d'orfèvre dont tu parlais derrière, et le fait d'avoir choisi ce mot plutôt que celui-là, et le fait de se dire, tiens, pourquoi est-ce que là, au lieu de faire rimer en alternance, il a emboîté ses rimes entre le premier et le quatrième vers, pourquoi est-ce que là, il a choisi d'amener... Ouh, punaise, là, j'ai cru que ça rimait pas, mais en fait, ça rime bien après, et tout d'un coup, ça rappelle quelque chose, et ça peut amener des sentiments de continuité, de cycle, au contraire de discontinuité. Enfin, les mots, ils ont cette capacité qui, pour moi, dépasse en fait la réflexion. Hein. C'est quelque chose qui est un peu dans le feeling, de nous faire voyager au-delà de leur sens premier, en fait. Mais c'est la forme, et pas seulement le fond. Et je pense que ce que tu exprimes, qui est la forme de la langue, et d'utiliser la langue comme un outil pour faire passer un message au-delà de son sens premier, c'est tout mais je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, enfin je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de Romain Gary, où dans sa manière d'employer la langue, il y a cet aspect-là du rythme, de la structure, etc. Et c'est rigolo parce que je comprends pas pourquoi tu lis pas de Blanche. Je veux pas insister avec... Mais et parce qu'il a besoin d'évasion. Pourquoi t'en écris pas? Il a besoin d'évasion. Sans doute parce que c'est ça. Sans doute parce qu'en fait, ça me vient pas. En fait, je suis pas lassé de ce que je lis, et du coup, je découvre constamment de nouveaux auteurs dans des domaines qui me passionnent. Oui. Et j'ai pas ce sentiment d'avoir des moments de creux où je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais lire. Non, je pense donc qu'après si un jour ça arrive, d'œuvres à découvrir. C'est ça. Oui. Et après, moi j'ai des personnes un peu références. Hein. Si ma sœur ou ma femme viennent me dire, écoute, il faudrait que tu lises ça, je vais lire. Oui. Parce que je sais que ça va me parler, et puis je sais que ça va être qualitatif, et puis qu'elles me connaissent. Donc voilà, je vais m'ouvrir à tous les styles. Si tu me recommandes un bouquin de Blanche, je vais y réfléchir. Je vais certainement être capable de m'y intéresser. Après, voilà, j'ai pas l'urgence de le faire à l'heure actuelle, quoi. C'est tout simplement. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, la recommandation de lecture de la part d'une personne qui te connaît. C'est ce qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Moi je lis de la SF parce que j'aime la SF, j'ai tendance à relire de la SF. Et j'ai découvert d'autres genres parce qu'une autre personne savait, parce qu'on avait lu les mêmes choses, ce que j'avais aimé dans tel et tel livre, et ça lui a permis de me proposer un autre genre dans lequel il y avait les thématiques que j'aimais, le point de vue, etc. Et c'est, à mon sens, la meilleure façon de découvrir d'autres littératures et d'autres façons de lire. C'est de croiser des gens et d'aller de recommandation en recommandation, je trouve. Oui, alors ça c'est certain. Mais et alors, en tant qu'auteur, je reviens un petit peu aussi en arrière et sur ton background professionnel, puisque tu es donc travailleur social, comme tu le disais, auprès de personnes en situation précaire. Tu n'as jamais envisagé d'écrire là-dessus et de faire, là pour le coup, on serait dans du roman contemporain, parce que tu es aussi quelqu'un qui est engagé. Tu as des causes qui te tiennent à cœur, tu as des sujets qui sont importants et qui te touchent.
Alors, peut-être qu'à travers la fantaisie, tu distilles un petit peu aussi ces sujets-là, mais un roman social, c'est pas quelque chose qui t'attire. Ça m'attire pas, non. Après, c'est probablement pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai un autre média que je peux utiliser pour mes revendications, pour militer. Et pour moi, c'est la musique. Qui est presque plus efficace. Et j'écris plus facilement, Ouais, c'est vrai. j'écris plus facilement une chanson sur une thématique qui me révolte ou qui me touche. Plus ce côté militant-là dans les chansons. Et puis la deuxième raison, c'est que je suis déjà toute la journée j'ai l'impression que j'essore un petit peu Ça me parle pas ma du tout. Ma capacité de compassion, etc. dans mon travail. Et m'y replonger une fois que je suis rentré à la maison, pour moi, il y aurait probablement quelque chose d'épuisant. Si un jour, je me retrouve dans un job de travailleur social dans un tout autre domaine, j'exclus pas d'utiliser ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce domaine-là maintenant, d'utiliser cette expérience pour en écrire quelque chose. Mais là, à l'heure actuelle, c'est comme un peu l'idée de bosser avec des enfants de l'âge de mes enfants. En ce moment, ça ne me viendrait pas à l'idée. Parce que ce serait compliqué pour moi après de rentrer à la maison puis de ne pas avoir la patience pour mes enfants alors que j'en ai eu pour des gamins de 8 ans toute la journée au boulot. Donc je sépare un petit peu, mais pas par intérêt de compartimenter, juste parce que je pense que j'en ai besoin, tout simplement. J'ai besoin de passer sur quelque chose d'un peu plus merveilleux, je pense, effectivement, quand je suis dans l'imaginaire. Bon, faut dire que tu as un métier qui est très chargé, à la fois émotionnellement et cognitivement. Donc tu t'arrives, t'es vidé à la maison, t'as pas envie de revivre. Ça, je comprends tout à fait. C'est vrai. Enfin, j'ai dit ça et je connais pas le métier, hein, mais on a des choses Oui, mais on fait approchantes un petit en termes peu de vécu. en termes la santé et le social, c'est quand même des métiers et des univers qui sont assez proches et puis où on voit un peu toute la misère humaine. On est d'accord. Et effectivement, ça peut être lourd. Mm-hmm. D'un autre côté, on est peut-être les mieux placés aussi pour raconter les choses, mais je pense que de toute manière, la première motivation, c'est justement d'en ressentir le besoin et puis tu le fais à travers les chansons. Après, en t'écoutant, je me rends compte que dans une des dernières histoires que j'ai écrites, il y a une part de place faite aux inadaptés. Et j'utilise le mot inadapté avec des grands guillemets et puis avec toute la bienveillance et le respect que j'ai pour toute personne qui a du mal à s'intégrer dans la société dans laquelle on vit. Mais je vous en toucherai un mot plus tard peut-être, mais il y a un bout de cette thématique qui est quand même présente dans un de mes romans, effectivement. Sur la forme longue qu'est le roman, c'est difficile d'éviter d'avoir des choses personnelles qui transpirent et qui c'est transparaissent. Clair. Donc forcément, que tu as un bout de toi qui va arriver dans le roman. Mais c'est différent de ça. Le thème de mon truc, c'est clairement l'aide sociale pour toi, par exemple, ou les décalages sociétaux. Encore qu'on peut les aborder dans l'imaginaire, c'est souvent un des intérêts de l'imaginaire. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, effectivement, c'est de faire des métaphores dans des mondes dystopiques et tout à fait inventés, mais où on retrouve des critiques sociales qui sont plus ou moins transparentes et qui ça a été fait d'une manière plus ou moins consciente. Mais c'est ça, en fait, c'est plutôt moins conscient. Puisque tu dis plus ou moins, c'était plutôt moins, et je me rends compte souvent après coup. Oui, puis quelquefois, c'est les lecteurs qui te le disent, je pense, qui te donnent un regard sur ton texte, ou disant « Ah, on voit que tu as bien voulu ici laisser entendre telle chose, et puis toi, t'es pas du tout à y réfléchir, peut-être ». Disons que c'est pas toujours conscient, voilà, c'est tout simplement ça. Des fois, c'est juste qui on est, et puis je suis totalement d'accord avec toi, Cyril. Non seulement c'est difficile, puis je vois pas l'intérêt, de pas laisser transparaître nos convictions et nos motivations dans nos romans, mais en plus, maintenant que je connais des auteurs, vous deux par exemple, ça m'est pas arrivé de rencontrer un auteur dont j'ai aimé la plume et puis dont j'ai pas aimé après la personne que j'ai rencontrée. Il peut y avoir des désaccords sur des thématiques, il peut évidemment y avoir des choses, voilà. Mais en général, si j'ai été touché par une plume, je pense que la personne derrière, c'est quelqu'un avec qui je vais plutôt avoir des affinités en tout cas.
je ne vais pas faire une généralité à Ouais, tout prix, non, mais je dirais pas, mais pas toujours. je mais connais pas tous les auteurs. Ceux que je connais, c'est les plutôt auteurs comme du ça. Gaelic, il n'y a pas de problème. C'est Et ça. on les aime et on les embrasse. Si on revient du côté de l'évasion pour ressortir de cette pente glissante, parce qu'après on va parler de nos jobs à nous, j'ai pas envie. Pourquoi c'est pas glissant? Parle-moi de Brandon Sanderson. Question très ouverte, mais dans le sens où moi aussi j'apprécie beaucoup la production globale de ce qu'il fait. Qu'est-ce qui, toi, t'a parlé? Pourquoi parce que en gros, tu dis que t'as quasiment lu tout, non? Ou beaucoup, Brandon Sanderson? Beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui a cliqué? Parce que probablement que ça t'a aussi inspiré / donné envie de faire comme... Parce que ça marche souvent comme ça. Alors, le hasard fait que lui, j'ai lu beaucoup de Brandon Sanderson après avoir écrit ces 3 tomes-là. Ah, d'accord. Mais j'ai beaucoup lu d'autres auteurs de fantasy avant. Je pense que ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est cette faculté de... Bon, après, c'est déjà beaucoup fait, mais je trouve qu'il le fait très différemment des autres, d'aller chercher la personne au fond d'un caniveau, puis d'en faire un personnage qui va avoir un arc narratif intéressant. Et puis, je trouve que ça verse pas dans la caricature non plus c'était la catastrophe et ça devient quelqu'un de fantastique. Tous les personnages sont quand même assez gris, si on veut bien, ils ont des parts d'ombre, etc. Et il y a cette magie. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il invente vraiment des univers que j'avais pas trouvé ailleurs. C'est-à-dire il y a vraiment des récits fantasy médiévales comme ça où on retrouve un peu des codes, Oui. et que j'aime beaucoup ça, mais on retrouve des codes et je trouve que chez lui c'est des systèmes sociaux, des systèmes de magie et des systèmes politiques qui sont très complètement différents, ouais. et complètement différents d'un récit à l'autre. Et puis, il a sa grande œuvre dans laquelle il est encore, et que j'ai pas encore lu le tout dernier qui est sorti des archives de Rochard, qui, alors là, va extrêmement loin. Je pense que c'est là qu'on découvre le mieux qui il est comme auteur, qui va extrêmement loin dans la complexité, puis qui a énormément de protagonistes principaux. C'est-à-dire qu'au début, on croit qu'on a compris qui était le protagoniste principal, puis après, on a un chapitre par protagoniste, et puis ils sont 15, et puis ils sont tous dans un arc narratif super intéressant, et puis, mais ça parle aux gens comme moi qui n'ont pas peur des pavés, et puis qui n'ont pas peur de passer une année dans un univers littéraire avec ces personnages, quoi. C'est quelqu'un, tu penses, qui t'a influencé dans ton écriture de maintenant? Je pense. Ce côté originalité, ce côté... J'allais dire cliché, tu l'as bien mieux exprimé que moi, c'est-à-dire le parcours du héros. On prend un mec dans la rue et il devient roi. C'est un parcours très très classique, c'est Star Wars, c'est Campbell, c'est le parcours du héros. Tout le monde le fait, mais il le fait d'une façon qui est d'une crédibilité avec une profondeur à ses personnages qui est importante. Et ça pourrait suffire, mais en plus il a ces mondes, comme tu le dis, qui sont incroyablement détaillés et réaliste pour le coup, alors que c'est de la fantasy. Donc, pour revenir, oui, cette histoire d'influence, parce que en gros, tu écris dans son carré, Ouais, bon, son précaré, quoi. On chasse pas dans la même cour. Non, j'ai pas dit ça, mais tu fais de la fantasy. Je pense que tous les auteurs que j'ai lus, et y compris vous deux, font partie des tiroirs dans lesquels je vais piocher consciemment ou inconsciemment quand je vais penser une histoire, écrire, etc. Après, comme je disais, moi, étant un grand instinctif, j'ai pas toujours, avant de le faire, l'interprétation de ce qui est en train de se passer. Voilà. Souvent, j'écris, et puis après, je vais me dire, tiens, c'est marrant, en fait, ça... tu te rends compte que ça c'est pas sans rapport avec l'arc de tel personnage, ou c'est pas sans rapport avec... Et puis, en fait, c'est comme ça pour tout. Enfin, je veux dire, pour la musique, on n'invente pas un accord, on n'invente pas... non, tout a déjà été écrit, tout a déjà été inventé. Et en même temps, on est quand même capable, chaque jour, de sortir une nouvelle... une nouvelle manière d'utiliser ces instruments, ces notes de musique pour en faire quelque chose de différent. Et de neuf quand même s'il n'y a rien
de complètement nouveau, c'est quand même quelque chose de neuf. Donc oui, je pense que je me sers de tout ça et moi, ça me parle. J'en ai déjà parlé avec notamment Fabrice Pittet, à qui je disais, tu vois, moi, j'ai pas de problème avec les univers un peu manichéens. Ça me dérange pas. Et il disait, moi non plus. Enfin, il aime bien aussi, comme moi, j'adore lire des personnages, justement, qui sont pas noirs ou blancs. J'adore rentrer dans ces univers-là, mais j'ai aucun problème avec le manichéen, qui me donne très envie d'être dans la place du héros, et puis de vivre ce qu'il est en train de vivre, et puis de m'opposer. Je pense que le méchant, ça peut être tout ce qu'on veut. Le mauvais, le bad guy, ça peut être ce monde, ça peut être ce qui nous révolte aujourd'hui dans des situations géopolitiques, ça peut être ce qui nous dérange chez notre voisin, enfin ça peut être n'importe quoi. Et ça me dérange pas du tout d'avoir aussi accès à ça. Donc oui, je pense que chez Brandon Sanderson, j'aime beaucoup cette capacité qu'il a de sublimer ça. Parce que tu te dis, ça a déjà été tellement fait. Et lui, il peut te pondre 2000 pages par an d'un truc tout neuf avec du vieux. Et ça, je trouve ça fantastique, quoi. Oui, je voulais rebondir parce que ça fait plusieurs fois que tu parles d'instinct c'est quelque chose que j'aimerais que si tu y arrives, cerne un peu plus, parce que je comprends pas trop ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu fonctionnes à l'instinct, c'est-à-dire il y a une petite voix qui te parle dans la tête et puis tu l'écoutes, ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Moi, je comprends au nez ou pire au vent, ce qui est plutôt péjoratif. Je sais pas justement, parce que quand David il nous dit je fonctionne à l'instinct, est-ce que c'est y compris dans le job? J'imagine que oui et non, ça dépend. Il faut une structure, mais en même temps s'écouter. Bref, alors, est-ce que tu arrives à me... Clairement, je fonctionne pas comme ça dans le job. Ouais, pas 100% comme ça dans le job. Tu es obligé d'avoir une certaine... J'ai une part où je me fie clairement à un ressenti, parce que c'est important pour un travailleur social. Mais non, alors je fonctionne à l'instinct justement dans tout ce qui est créatif, parce que c'est le moment où je débranche et que je me permets des choses que dans la vie je me permets pas. J'ai un fond, je suis plutôt une personne anxieuse, et je pense que quand je crée, j'arrive à débrancher et puis à me dire, ok, là je laisse, entre guillemets, c'est comme si j'ouvrais un peu des vannes, et puis qu'il y avait un flux créatif qui était un peu là, puis il va se passer quelque chose à ce moment-là. On en parlera peut-être sur la manière dont j'ai composé certaines chansons. Parfois, je vais lire un texte, puis tout d'un coup, je sais pas, hein, ça peut paraître un peu magique, mais tout d'un coup, je vais me dire, j'entends un truc, je vais me le chantonner. Je vais me le chantonner, et puis après, il va pas me falloir beaucoup de temps pour me mettre à la guitare ou au piano, puis trouver l'accompagnement de ce truc-là, parce que là, par contre, c'est de l'expérience. Mais c'est ça, parce que tu appelles ça de l'instinct, et moi, j'entends derrière, le problème que j'ai, c'est que j'ai un cerveau un peu analytique, un peu beaucoup. J'entends que tu as 20 plus années d'expérience de musique, et j'entends plutôt ça qui parle, c'est-à-dire que dans ton cerveau, il y a du coup des associations qui se font, et ça te ressort ça sous la forme créative d'un nouvel air, d'une nouvelle chanson, d'un nouveau rythme, mais en fait c'est de la collision, ce que j'appelle la collision, c'est ma grande théorie, ça, de la collision d'idées, quoi, de la collision de trucs que tu as collectés au fil des ans. Oui. Donc, mais est-ce que c'est ça que tu appelles l'instinct? C'est peut-être un choix de mots, ou pour toi l'instinct c'est quelque chose d'autre. Pour moi, c'est en tout cas, ce que j'appelle l'instinct, c'est que je prends pas le temps d'analyser, justement. C'est ça que j'entends par instinct, c'est que je vais saisir entre guillemets la balle au bond, il se passe un truc et hop. C'est très paradoxal, je suis totalement incapable de faire de l'impro. Tu vois, aussi bien on parle d'impro théâtrale que d'improviser en musique. Je suis pas doué pour ça du tout. Par contre, j'ai vraiment le sentiment d'avoir... oui, alors je suis 100% d'accord avec toi. Hein. C'est pas que des voix auraient été dans ma tête depuis ma naissance. C'est clairement un bagage que j'ai acquis en étant audiophile, en étant un grand lecteur. Enfin, c'est tout ça qui se cumule puis qui fait que j'ai un bagage dans lequel je peux aller puiser. Oui. Mais je suis pas dans une démarche... C'est ça que moi j'appelle instinctif. Hein. Je suis pas dans une démarche où je vais me dire, comment est-ce que je vais m'y prendre, étape A, étape B, etc. Je vais vraiment essayer de me dire, ça m'inspire quoi, et puis d'y aller. Et quand j'écris, alors peut-être que je suis pas 100% jardinier, je sais pas comment fonctionnent les autres, mais je sais dans quel contexte se déroule une histoire, et je sais où elle commence et où elle se termine. Et j'ai un point central avec un petit chamboulement au milieu, et basta.
Après, le reste se construit au fur et à mesure. Je ne sais pas avant de commencer que tel personnage secondaire sera finalement aussi important que ça. Et en fait, je sème des choses au fur et à mesure en notant, tiens, j'ai semé ça, il va falloir que j'en fasse quelque chose. C'est pas juste au hasard et puis on verra. Et puis si je vois que j'en fais rien, je vais enlever. Mais ça veut dire que c'est un travail qui est après coup différent. Et en musique, par contre, c'est vrai que moi, j'ai le sentiment qu'une chanson, c'est comme une photo. Ça doit me prendre 45 minutes, sinon j'arrive jamais à une bonne chanson. Donc en gros, si en 45 minutes, j'ai pas terminé quelque chose, je considère moi que je vais jamais arriver au bout. Et en 9 mois pour écrire 3 alors tomes là, d'une série. 9 mois pour 3 tomes, quoi. d'accord, mais après maintenant je travaille différemment. J'ai plus écrit aussi vite que ça. Pour les autres projets, je me suis donné beaucoup plus de temps parce que ça m'avait quand même un peu bouffé le cerveau, puis que ça m'occupait la nuit au moment où j'allais me coucher. J'étais encore dans la suite de mon histoire. C'est qu'il y avait besoin. J'en dormais plus. Oui, alors il faut dormir. Je suis très heureux de l'avoir vécu, mais j'ai plus envie de le revivre comme ça. Maintenant, j'ai besoin d'accorder du temps à mes proches, etc., y compris quand je suis dans mes histoires. Donc je fonctionne différemment. Et en revanche, ce que tu décrivais à l'instant, si on le transpose en effet à l'écriture, ce côté, je regardais Cyril parce que ça me faisait plus ou moins plaisir, parce qu'on a fait ce matin justement un épisode sur la phase de travail préalable, pré-écriture, et on se posait la question, comme on n'est ni l'un ni l'autre des jardiniers purs, de se dire, il nous semblait quand même que les jardiniers, comme toi donc, préparent quand même un minimum, et tu dis, c'est un minimum, mais tu as grosso modo l'idée d'où tu veux aller, avec un début, un milieu et une fin. Oui. Et en fait, tu fais ton plan au fur et à mesure de ton écriture en le modifiant. Absolument. Bon, moi, je pensais écrire un tome. Enfin, je pensais écrire un roman. Donc, c'est juste pour montrer que c'est la manière dont c'est sorti, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite que si j'avais mis 10 chapitres à raconter ce petit bout de début d'intro, j'allais pas terminer en 300 ou 400 pages. Parce que ce que tu avais dans l'idée au départ, quand tu dis même de manière grossière, cette idée de trame, c'était la trame effectivement de toute la saga à quelque chose près telle qu'elle est sortie à la fin. C'était la fin du tome 3 en vérité. Pas tout à fait. D'accord. Non, ça a changé en cours de route, mais par contre, j'étais plutôt jusqu'à la fin du tome 2. Là, j'avais une idée très claire. Et puis, en me disant, une fois qu'il se sera passé tel événement, après, il faudra que je conclue. Et la conclusion, c'est 700 pages. Okay. Ouais. Mais parce que ça nécessitait, en fait. C'était ce rythme-là qui s'était instauré, puis qui nécessitait de terminer. C'était pas un choix parce que la trilogie, c'est connu, puis qu'on fait 3 trucs. À la base, je partais pour écrire une histoire, sans aucune idée de si je la publierais ou pas, vu que j'écrivais surtout pour peut-être mes enfants un jour. Donc, je savais pas du tout si un jour j'en ferais quelque chose. Donc il y a aussi toute cette dimension-là. Alors je me reconnais beaucoup quand je vous écoute dans une part analytique de votre manière de travailler. J'ai moi besoin dans le domaine créatif de débrancher parce que ça nourrit mon anxiété d'être trop dans l'analyse. Donc c'est simplement un fonctionnement de préservation pour moi-même. Tant que ça marche pour toi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu arrives à le contrôler, justement, si tu as trouvé le bouton qui te permet de débrancher pour mettre de côté l'analyse et y aller à l'instinct, comme tu dis, je trouve ça assez exceptionnel parce que c'est souvent toutes ces questions existentielles qu'on se pose, c'est souvent ça qui nous bloque et qui nous freine, et puis d'avoir trouvé dès le départ et dès les premiers livres la manière de dire allez j'y vais, et puis ça se déroule, t'as pas eu de page blanche toi? Jamais. Ouais, c'est assez exceptionnel pour un... Non. Jamais. Si je me pose devant l'ordi, j'écris. Et encore maintenant. Par contre, c'est par phase. Je suis pas comme d'autres auteurs qui écrivent tout le temps. Moi, j'ai des phases de 6 mois ou 1 an où j'écris pas. Et ça me va très bien, je nourris d'autres choses. Mais là où je rejoins complètement Cyril, c'est que on peut parler d'instinct peut-être chez un animal qui a un fonctionnement qui est indépendant, inscrit dans les gènes, si on veut bien. C'est pas de l'instinct dans ce sens-là, parce que clairement on peut pas être dans ce que j'appelle l'instinct créatif sans tout un bagage acquis et de travail en fait. Donc le travail c'est beaucoup d'années de pratique, par exemple pour la musique, pour un instrument, beaucoup d'années d'écoute
En fait, on sous-estime énormément l'importance pour un musicien de la musique qu'il écoute, et peut-être que le public ne se rend pas compte de l'importance pour un auteur de tout ce qu'il lit. C'est sûr, mais alors je te rejoins totalement sur le fait que la première mission de l'écrivain qui veut faire quelque chose d'un peu correct, c'est de lire. En revanche, c'est quand même deux choses différentes, parce que là, pour le coup, pour l'écriture, tu t'es lancé dans un truc assez monumental d'emblée, alors que tu n'avais pas l'expérience, en tout cas du format long, tu avais l'expérience de l'écriture de textes de chansons, mais c'est quand même J'avais pas l'expérience du format long, mais je venais de lire pratiquement l'intégrale de Robin Hobb, et puis là on est sur 18 volumes d'une histoire pour l'Assassin Royal et toutes ses suites. Et j'ai un peu l'impression qu'on raconte une histoire de fantaisie comme ça, en fait, que ça prend du temps, qu'on prend du temps à rentrer dans un univers parce qu'il est tellement différent de notre monde, théoriquement, qu'il faut du temps pour s'imprégner, s'habituer. Donc pour moi, je me serais jamais lancé dans l'écriture si j'avais su que ça me prendrait 3 tomes. J'aurais dit, mais je suis pas capable. Je me suis lancé dans un premier chapitre. Ouais. Et puis ensuite, c'est peut-être ça qui fait que je suis jardinier aussi, c'est que quand j'envisage de faire un synopsis détaillé, j'aimerais beaucoup écrire pour la jeunesse, par exemple. Quand j'entends que Ozu, il travaille sur synopsis, je me dis, c'est impossible détaillé, pour moi. C'est impossible parce que j'arrive pas, en tout cas à l'heure actuelle, à fonctionner comme ça. Et puis dernièrement, je vous ai entendu parler d'un truc où je me suis dit, tiens, le jardinier en moi pourrait s'inspirer de ça, c'est de se dire, en fait, ma créativité, elle est dans le moment où je fais le synopsis. Et peut-être que ça, c'est un truc qui pourrait me permettre un jour d'aller visiter, par exemple, le thriller ou le polar, qui sont des styles que j'aime beaucoup, mais dont je me sens totalement incapable d'écrire une ligne, parce que là, on a besoin de savoir dès le départ où on va. Je ne sais pas si on peut écrire du polar en jardinier, enfin, je me rends pas compte. Non, mais je crois que ce que tu viens de dire, moi, c'est vraiment très juste. En tout cas, sur la jeunesse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ton synopsis, quand tu déroules ton synopsis, il est tellement détaillé que tu racontes déjà une histoire, en fait. Donc, moi, quand j'écris mon synopsis d'une histoire jeunesse, j'ai pas spécialement l'impression d'écrire un plan, j'ai l'impression de raconter l'histoire à quelqu'un. Donc, ce serait tout à fait possible. Et puis après, va savoir, peut-être qu'il y a des auteurs de polar, peut-être qu'écrire un polar en jardinier, c'est envisageable, parce que écrire une saga de fantasy en jardinier, je trouve que ça veut dire que tu n'as pas élaboré ton monde à l'avance, tu n'as pas créé tes règles à l'avance. Alors, t'as fait une carte. T'as fait une carte. Quand même, non. Je pense qu'avant d'écrire un mot, j'avais quand même passé, alors pas 6 mois ou 1 an comme ça, mais j'avais quand même passé quelques semaines à cogiter. Et puis j'avais quand même en tête un système politique, un système de magie. C'est un jardinier anglais. Alors, sans avoir écrit une seule ligne à ce sujet. Voilà, en ayant simplement, peut-être ça tenait même pas sur une page, de dire, les personnes qui dirigent les provinces, c'est des gouverneurs. Les gouverneurs, ils répondent à qui, et puis comment ça fonctionne la magie, etc. J'avais des grandes lignes avec des régions du monde. Qu'est-ce qui se passe dans cette région du monde qui est différent de cette région-là, de cette région-là, voilà. En gros, oui, ma carte m'avait permis de m'imaginer des choses. Donc j'ai passé du temps pour Tibéréa, je dis bien pour ce livre-là, à préparer à l'avance. Récemment, j'ai écrit un roman plus court tout récemment, il y a 1 mois. Je me suis lancé dans une écriture qui m'a aussi pris très peu de temps, 1 mois pour écrire un roman. Et là, j'avais un poil moins, mais parce que j'avais envie de partir aussi un peu plus sur une tranche de vie en fantaisie, si on veut bien, plus que toute une quête sur une partie un peu plus précise. Et ça, c'est aussi parce que j'ai lu des auteurs qui ont fait des trucs comme ça qui m'ont beaucoup plu. Et puis que ça m'a donné envie, du coup, d'essayer ce genre de format. Donc je dirais jardinier dans le sens où j'ai clairement pas un plan que je vais suivre, mais j'ai quand même des règles de l'univers dans lequel je suis, de qu'est-ce qui est cohérent. Si j'écris en SF, je vais aussi me dire qu'est-ce qui est cohérent dans cet univers-là. Je vais quand même avoir besoin de ça. Me dire, ok, minimum, peut-être que si on part du principe qu'on peut voyager plus vite que la lumière, ok, mais après, malgré ça, il faut qu'il y ait d'autres éléments qui soient cohérents entre eux. C'est pas, ok, on fait ce qu'on veut quand on veut, et puis ça n'a aucun sens, quoi.
Bon, ce qui apporte de l'eau au moulin de la théorie de duo de plumes selon laquelle les vrais jardiniers n'existent pas. N'en sont pas, ouais. Voilà, on a presque cru qu'on avait un jardinier. En fait, pas du tout. Il est comme les autres, il prépare son machin. Bon. Ça renforce cette théorie, particulièrement dans la littérature de genre. Je dirais, à un moment, il faut respecter une certaine cohérence. Si tu as choisi un système magique pour la fantasy, tu as intérêt à ce qu'il marche toujours pareil dans le monde. Alors, je vais quand même vous contrecarrer un petit peu. Ah, merci. Mais vas-y. Récemment, des potes qui ont lu Tibéria, on était en train de faire une grillade, puis ils me disent, mais bon, quand même, ce truc qui se passe dans le tome 3, tu le savais depuis le début. Je dis, bah non, pas du tout. Puis ils disent, mais par exemple, tel phénomène qui a amené vers tel truc, puis vers tel truc, c'était quand même clair pour toi, puis tu savais comment t'allais amener ça. Puis je dis, non, pas du tout, parce que je le savais pas au moment où je l'ai écrit. Par contre, c'est pas je saupoudre et puis on verra ce qui va se passer. Là où je travaille quand même, c'est que, comme je disais, si je me dis, tiens, là, je vais glisser un truc, plus tard, il faut que je l'utilise. Sinon, et c'est ça ma manière de travailler qui va me permettre de rendre cohérent, et à la relecture, de sabrer ce qui n'a servi à rien. T'as juste plus de boulot après. Et puis peut-être me dire, non, ça, j'ai pas utilisé, mais c'est quand même vachement bien, il faut que je l'intègre. Ouais. Donc, mais je vais avoir plus de boulot après que vous qui préparez beaucoup à l'avance. Mais il y a vraiment des choses que j'ai écrites, et puis je savais pas encore ce que j'en ferais. Mm-hmm. En me disant, tiens, voilà, là, il y a un artefact, qu'est-ce qui va se passer avec cet artefact ? Je sais pas, mais je sais que j'en aurai besoin à un moment donné. Puis j'imagine que tu as des choses que tu as virées, qui n'ont pas fonctionné forcément. Et il y a plein de choses que j'ai virées parce que ça ne fonctionnait pas. Oui. Et probablement que je pourrais encore rendre tout ça beaucoup plus cohérent avec le recul que j'ai maintenant sur la manière dont tout ça fonctionne. Mais il y a, là où je pense quand même que je vous contre un petit peu, c'est qu'il y a vraiment dans mon écriture des tas de choses qui ne sont pas du tout anticipées. Oui, Par contre, une fois qu'elles sont là, j'essaye de rendre tout ça cohérent, bien sûr. Pour moi, être jardinier, c'est pas se dire on jette des trucs dans le jardin puis on verra si ça pousse. Un jardinier, il doit quand même s'assurer qu'il y ait un terrain qui peut recevoir quand même la semence, qu'il y ait des conditions pour que ça pousse, etc. Donc, si on s'en tient à l'image un peu métaphorique du jardinier. Donc ça, je me reconnais pas mal, moi, là-dedans, quand même. Alors, ça fait plusieurs minutes qu'on parle de cette trilogie et ça, on parle un peu des choses sans jamais la présenter, et je pense que nos auditeurs ont un petit peu envie d'en savoir plus. Est-ce que tu veux bien nous présenter cette saga, donc Tibéria, s'il te plaît ? En tout cas, nous pitcher le début, et puis après, bien entendu, on vous mettra les liens en description. C'est un de tes exercices préférés. Ah, c'est comme le mien. Mon exercice préféré, je vous remercie. Voilà, imagine-toi au salon de Genève. Vous avez fait ma journée. Voilà, c'est parti. Voilà, Tibéria. Tibéria, ça se passe dans un monde de fantaisie médiévale qui est séparé en 5 provinces. Et ces 5 provinces sont séparées par un gouffre suite à un cataclysme qui s'est passé quelques siècles en arrière. Et nous, on arrive dans ce monde-là, au tout début de l'histoire, on rencontre Ned, qui n'a rien à voir avec le Ned de Ned Stark de Game of Thrones. On rencontre Ned Fair, en réalité, son vrai prénom complet, qui est un jeune homme de 13 ans, un garçon de 13 ans, qui vit dans une de ces provinces-là, où après ce cataclysme qui a séparé les provinces, le monde a retrouvé gentiment un petit peu son calme. Et puis ça ronronne un petit peu quand même. Puis lui, il vit dans la campagne, il s'ennuie un petit peu. Il a besoin de pimenter un petit peu sa vie. Et puis un jour, avec un pote, il va aller voler un bouquin chez la mage du village, quoi. La mage, c'est un peu la rebouteuse. Elle a des simples derrière elle. Elle a de quoi soigner les villageois. Et puis, elle pratique un peu de magie, quoi. Et il va voler un bouquin dans cette échoppe, et puis lui, c'est parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de temps en temps de s'évader, un peu comme moi, dans la lecture. Mais il n'y a pas grand-chose à lire qui soit officiel et accepté dans cet empire-là, dans cet univers-là. Et là, il va en fait découvrir que ce bouquin, c'est un bouquin qui est totalement illégal, parce qu'en fait, il contient une histoire qui ne raconte pas la même histoire que celle qu'on apprend. Et à partir de là, ça va faire un peu des effets de domino. Où en ayant simplement commis ce petit larcin, c'est le premier acte de toute une série de choses qui vont l'entraîner dans l'apprentissage de la magie. Et puis en parallèle, on suit le parcours du fils du roi de ce monde-là, de Tibéria, qui lui, à l'inverse, alors il se fait tout autant chier, mais lui, parce que la royauté, c'est pénible, quoi.
être le fils du roi. Le roi, il a une longévité invraisemblable, et puis de toute façon, il va jamais hériter de quoi que ce soit, parce que ce roi, ça fait 3 siècles qu'il est sur le trône. Et lui, il aimerait bien. Voilà, et puis lui, il aimerait bien découvrir autre chose que les jardins du château, et puis les alentours. Et puis il rêve un petit peu de partir aussi à l'aventure. Et on va suivre les destins de ces 2 personnages-là qui vont forcément, tôt ou tard, entrer en collision. Voilà. Bah, tu t'en sors plutôt pas mal pour quelqu'un qui aime pas ça. Est-ce que tu as... Alors, on t'a demandé si tu serais d'accord pour nous lire un extrait que tu as choisi. Absolument. Si tu veux bien. Je peux te prendre du coup l'exemplaire qui est le tien. Mais tant que tu me le rends... oui, attention. je te le rendrai. Mais je vais vous lire l'introduction. Pour moi, c'était compliqué de choisir autre chose dans ce roman-là. Mais je trouve que c'est le mieux, parce que comme ça plonge directement le lecteur dans l'ambiance de départ. Vas-y. Ok, c'est parti. Son cœur tapait dans sa poitrine et la sueur lui trempait le dos. Il sentait l'excitation se mêler à la peur à mesure que sa foulée rapide l'emportait à travers les fougères. Il percevait, plus qu'il n'entendait, la respiration saccadée de l'animal qui le traquait. Un dent de sabre, à en juger par la discrétion de ses déplacements. Il trébucha sur une racine qui dépassait du sol et se releva en haletant avant de reprendre sa course. La mousse qui tapissait les bois à cette époque de l'année rendait sa progression plus difficile et pendant un bref instant, il se demanda s'il allait y arriver. Dans son dos, la menace de la bête se faisait de plus en plus pressante. Il allait devoir trouver une échappatoire, et vite. Mais il n'était pas en terrain connu et ses options étaient peu nombreuses. Il savait que les dents de sabre étaient de bons grimpeurs. Se cacher dans les arbres ne servirait donc à rien. Seul un cours d'eau pourrait le sauver. Il suivait depuis plusieurs minutes un mince filet qui serpentait entre les arbres et commençait à désespérer de trouver mieux quand il perçut le bruit caractéristique d'un fleuve en crue. Il n'était plus très loin. Il jeta un œil par-dessus son épaule et son cœur manqua un battement. Ce n'était pas un prédateur qu'il chassait, mais 2, et il convergeait vers lui à toute vitesse. Avec l'énergie du désespoir, il se lança dans la course de la dernière chance. À quelques dizaines de toises, l'obscurité de ce bois luxuriant laissait filtrer une lumière plus vive. Ce devait être le fleuve. Il donna un dernier coup de collier. Quand ses yeux s'habituèrent au changement de luminosité, il dut brusquement freiner sa course pour ne pas tomber. Le vacarme de l'eau qui l'avait guidé jusqu'ici n'était pas celui d'un fleuve en crue, mais d'une cascade. Il était au sommet d'une chute vertigineuse. Derrière lui, les 2 prédateurs s'approchaient désormais à pas de loup. Il n'était plus nécessaire qu'ils se précipitaient, ils semblaient vouloir savourer la mise à mort de leur proie. L'instinct de survie prit alors le relais. Il se précipita du haut de la falaise en direction du fleuve qui reprenait ses serpentins, une dizaine de toises plus bas. L'adrénaline l'avait maintenu dans l'instant présent, oubliant d'où il venait, qui il était et ce qu'il faisait là. Dans sa chute, qui sembla durer une éternité, il retrouva ses esprits et regretta la sottise qui allait lui coûter la vie. Il se prépara pour l'impact. Netfer se réveilla en sursaut, trempé et haletant. Moi, ce que j'aime beaucoup c'est quand même l'ouverture de ton roman, et on rentre directement dans l'action. Et ça, c'est vrai que surtout pour un tout premier roman, c'est vraiment fort. Je trouve, parce qu'on rentre directement dedans, et très souvent, on a surtout sur les premiers romans, des fois, on a plus tendance à avoir envie de décrire, de faire comprendre, et là, tu fais vraiment le show dans le tel. Donc, je pense que d'abord, c'est une belle leçon d'écriture pour les auditeurs qui écrivent. Je trouve que c'est vraiment une belle entrée en matière, et je suis sûre que ça leur aura donné très envie. Espérons-le, merci. Alors, Merci pour cette lecture déjà. Et puis, je vois que dans la file d'attente, tu as 3 autres projets, 3 romans. Oui. Et donc, tu nous as dit une dystopie post-apocalyptique vaudoise. Oui. Et ça, moi, je veux en savoir plus, parce que ça me plaît beaucoup. Tous les termes me plaisent. Et tu as dit un space fantasy SF. Et là, c'est moi qui veux savoir ce que c'est. Et puis un roman fantasy, donc on imagine plus, c'est plus classique, on voit à peu près ce que c'est. Donc, alors peut-être commence par Catherine. Qu'est-ce que c'est qu'une dystopie post-apocalyptique ? Voilà, pourquoi la situer dans le Vaud ? À part parce que c'est là où...
où t'habites. C'est un challenge. J'ai fait un marché à Échalon, un marché artisanal avec d'autres auteurs du gaélique il y a de ça un peu moins de 2 ans, 1 année et demie. Et puis, il y a eu une toute petite scène qui s'est déroulée pendant qu'on était là, où j'ai rigolé avec Christophe Barrault, pour ne pas le nommer. Bonjour Christophe. Salut Christophe. Il y avait une vieille dame avec son déambulateur qui avait percuté une jeune femme avec sa poussette, et puis elle s'était un peu regardée avec un regard noir. Puis moi, je me tourne vers Christophe, puis je dis, mais imagine qu'elles ne sont pas capables de maîtriser leur pulsion, parce qu'elles se foutent dessus, quoi. On avait rigolé, puis... ça commence comme ça et ça finit et en fait, apocalypse. je me suis dit, bon, en vrai, je vais l'écrire, cette histoire. Elle doit se dérouler ici, puisqu'elle commence dans le marché d'Échalon. Et en fait, je révèle rien de particulier en le disant ici, parce que ça se déroule dans le tout premier chapitre. C'est un virus qui s'attaque à une région du cerveau qui nous permet de maîtriser notre impulsivité. Et ce qu'il y a de super, c'est que ça va assez vite foutre le bordel. Tout le monde va se foutre sur la gueule, parce que si les dirigeants ne maîtrisent plus leur impulsivité, ils appuient sur le gros bouton rouge. Oh, mon Dieu. Et c'est là que je disais tout à l'heure que finalement, il y a quand même un peu de mon parcours professionnel qui ressort. C'est que les gens qui s'en sortent le mieux dans un monde comme ça, c'est les inadaptés d'hier, parce que eux, ils ont dû apprendre à maîtriser cette impulsivité qu'ils ont toujours eue en eux. Depuis toujours, ils ont des stratégies de compensation et ils y arrivent mieux que monsieur et madame qui n'a jamais eu à maîtriser ça auparavant. N'oublions pas que moi-même et mon fils, on a un TDAH, on sait aussi ce que c'est que de devoir maîtriser une certaine impulsivité. Et je me suis dit, voilà, dans ce monde post-apocalyptique, c'est assez cool si c'est les inadaptés d'hier qui s'en sortent le mieux. Le symbole est sympa et effectivement le concept j'aime bien. Mais ça passe très vite sur ce qui se passe après. Voilà, on est assez vite dans le monde d'après où tout s'est un peu cassé la gueule et on suit une jeune femme dans cet univers-là. On est au format roman ou c'est une novella? Là, c'est plutôt une novella. Oui. C'était aussi dans le cadre c'était pas tout à fait un appel à texte, mais presque, puisque c'était dans le cadre d'une maison d'édition qui disait on ouvre un peu la soumission pour des formats autour des 30 000 mots, si ça parle un peu aux auditeurs. Voilà, c'est un format plutôt assez court, autour des 120, 130 pages. Et ça, donc c'est un livre, donc il est écrit? Il est écrit, il est soumis, mais je l'ai très peu retouché, parce que si on entre dans le travail avec la maison d'édition, on va faire ce travail ensemble. Clairement. Donc il est encore assez proche du premier jet, parce que j'étais assez dans les derniers délais pour envoyer à l'époque, donc j'ai pas eu beaucoup de retravail dessus. Ok, donc là tu attends la réponse de cette Exactement. maison d'édition, et donc croise les doigts. Tu nous tiendras au courant. Je vous tiendrai au courant, avec plaisir. J'espère bien que ça va sortir, je veux savoir ce qui va se passer. Carrément. Alors, Space Fantasy. Alors maintenant, on fait plaisir à Cyril. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un Space Fantasy SF? Space et SF, alors, c'est pour moi, c'est plus Space Fantasy que SF, mais j'ai soumis un texte aux éditions de la Maison Rose, que vous connaissez aussi, puisque c'est son partenaire comparse aussi du gaélique. Oui. Et je peux en parler, parce que j'en ai parlé avant. Je vais signer pour ce roman chez eux. Et eux le catégorisent dans science-fiction, et je pense que c'est pas tout à fait faux, puisqu'on est quand même du voyage interplanétaire et intergalactique dans cette histoire. Par contre, quand j'appelle ça Space Fantasy, je me suis un peu renseigné sur les univers comme Star Wars, où en fait on catégorise ça de science-fiction dans certains domaines, puis d'autres vont traiter ça plutôt de Space Fantasy, parce qu'il y a une bonne partie des codes justement dont on parlait tout à l'heure sur le parcours du héros, et puis l'aspect quête, qui sont très proches de ce qu'on vit en fantasy. Et en réalité, voilà, j'ai écrit l'histoire d'un barde qui a raté son admission à l'Académie des bardes de sa planète. Et puis, il se retrouve un peu emmerdé après avoir... il avait tout misé là-dessus. C'était la 3e fois que c'était un échec définitif comme en médecine. Il n'y a plus moyen d'entrer à cette académie, et le hasard va faire qu'il va se retrouver embarqué à travers d'abord sa galaxie, puis finalement à travers un univers. Et puis ce barde lui-même, c'est pas un humain, il est un peu humanoïde, mais il fait partie d'une espèce alien. Et c'est son aventure, on ne sait pas trop à la recherche de quoi il est jusqu'à la fin. Il se constitue un petit équipage un peu bariolé de personnalités un peu bizarres, avec un mec qui jure tout le temps, une mercenaire qui s'occupe de la sécurité, et puis une créature un peu bizarre.
Et voilà, c'est assez proche de mes codes à moi de fantasy, mais il y a quand même cet univers de voyage, de galaxies, de vaisseaux, de matériel qui est moins présente dans les univers fantasy. Donc voilà. Et d'humour. Enfin, comme tu le racontes, on se dit que ça pourrait facilement être quelque chose un petit peu... Il y a un peu d'humour, ouais. Oui, avec un peu un décalage et un peu du deuxième degré, mais je me trompe peut-être, mais quand j'imagine cet équipage un peu bariolé comme ça... Alors, c'est moins humoristique que ce que j'aurais voulu, parce que je me rends compte qu'écrire de l'humour, c'est pas évident. C'est super dur. C'est hyper dur, et... Il y a de l'humour, en tout cas on me l'a dit quand on a bêta lu ça, mais je pense que l'humour c'est surtout le regard que j'ai moi l'auteur sur ce personnage et puis sur les conneries qu'il fait, les bêtises, etc. Mais c'est pas forcément décrit en permanence sur un ton humoristique, il lui arrive quand même des galères en permanence et puis moi j'ai bien aimé lui faire vivre. Je me suis bien amusé en tout cas. Mais c'est ça, si tu te marres en l'écrivant, les gens vont se marrer sur certains points en le lisant forcément. C'est probable. Donc, après c'est pas une histoire humoristique, mais il y a des personnages un peu en couleur et puis voilà. C'est pas le guide du routard, Gallagher. Non. Et alors donc ça c'est signé, oui. On a le droit d'avoir le titre. Si le titre définitif est... Non. Le titre n'est pas encore définitif, donc voilà. Je ne vais pas pouvoir vous le donner. Bon, déception. Voilà. Bon, alors il sort quand ? Il sortira, on s'est mis d'accord pour que je l'aie au prochain Salon du Livre, donc il sortira entre février et mars 2026. Bon, il va falloir se dépêcher pour le titre. Oui. Et puis on pourra en parler lors du Salon du Livre. Absolument. On ira t'embêter avec ça. Ah, mais ça c'est génial. Et alors, le troisième projet, oui. Le troisième projet, oui, donc un nouveau roman fantasy, mais qui n'est pas une suite de Tibéria, qui n'est pas un top compagnon, rien à voir, l'univers n'a rien à voir. Non, du tout. Raconte. Non, alors là, alors l'histoire, c'est j'ai reçu de ma femme pour mon anniversaire l'été dernier un petit calepin avec une couverture en cuir et tout ça. Elle me dit, ça c'est pour tes idées de roman. Je dis, c'est super. Puis je l'avais avec moi pendant mes vacances. Puis je me disais, je peux pas le laisser vide. Comme ça, il faut bien que je mette des idées dans ce truc parce que c'est une super idée, c'est un super cadeau. Et un après-midi que mes gamins étaient à la piscine dans le camping où on était, j'ai commencé à imaginer une histoire. On avait déconné avec ma femme justement sur le fait que en fantasy, il y a beaucoup d'histoires qui se déroulent un peu dans des univers similaires. Puis je disais, mais moi j'aimerais bien une fantasy dans le bayou. Alors j'ai écrit une fantaisie qui commence dans le bayou, quoi. Mais c'est pas le bayou de notre Louisiane, c'est le bayou d'un autre monde avec une jeune femme qui a un peu grandi toute seule depuis l'adolescence dans une cabane dans le bayou, et puis à qui va arriver des histoires. Voilà. Ouais, donc là pour le coup, autant Tibéria, c'était assez classique comme univers, et là tu pars sur quelque chose qui semble très original comme contexte. Le point de départ est plus original, et puis après il y a des choses. Moi je me refais pas. Hein. Je pense que le parcours du héros, ça me parle et ça reste quand même présent. Mais il est partout. Oui. On en parlait ce matin. Oui, on en parlait, on cherchait, comme toujours, des contre-exemples. On parlait de Sanderson, tu es allé chercher quelqu'un dans le fond du bayou et tu vas en faire quelque chose. Voilà. Exactement. Magnifique, mais très beau projet. Merci. On va passer sur un autre pan de ta vie, mais pas vraiment, puisque tu as réussi à concilier ces deux passions, ces deux parties de toi, que sont la musique et la littérature, pour ce projet dont tu es très fier, et je pense que tu as raison de l'être, qui est la création d'un album de musique. Mais peut-être c'est mieux si tu l'expliques. Comment est venue l'idée, et puis, plutôt, qu'est-ce que c'est que cet ovni musical, et comment t'es venue l'idée, et après on discute de comment tu l'as fait, si tu veux bien. Oui. En fait, alors moi, quand je suis arrivé dans le Gaélique, est-ce qu'il faut présenter le Gaélique, ou est-ce on en parle à tous les épisodes? Oui, et puis on en a même déjà parlé dans cet épisode, donc le groupe quand des je suis auteurs arrivé, helvétiques. quand j'ai été admis dans le Gaélique, j'étais en mode fanboy, le groupie du groupe qui est invité à monter sur scène, et puis voilà, j'étais là avec des vrais auteurs, alors que moi j'étais auto-édité. Alors j'ai découvert que beaucoup d'auteurs étaient auto-édités, et j'ai découvert que c'était pas un gros mot aussi. Non, aussi. Et j'en étais très heureux. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, depuis, j'ai pas le même regard non plus sur l'auto-édition, hein. Mais j'étais en mode fan et je me suis dit, je veux découvrir ce qu'écrivent les auteurs de la région, parce que moi je lisais de l'auteur international, et puis je me suis dit, est-ce qu'il y a de la qualité par ici ? Je suis assez vite très très bien tombé, et j'ai lu tout plein de bouquins de mes confrères et consoeurs du Gaélique, vraiment dans beaucoup de genres, et je me suis dit, mais en fait ça regorge vraiment de moments, ou carrément des fois de textes, mais parfois de moments. Des fois, les gens écrivent des chansons dans leurs romans, des fois, ils écrivent des recettes, des fois, ils écrivent des prophéties, des fois, ils écrivent des poèmes, peu importe, ou même simplement certaines descriptions. Et je me suis dit, mais c'est musical, en fait. Il y a des moments dans tous ces romans qui sont super musicaux. Et puis, je me disais, mais... Pour revenir tout à fait un tout petit peu en arrière, on vient d'en parler, j'avais écrit cette histoire de barde qui se barre à travers l'univers, puis au début je m'étais dit ça pourrait être un concept où je lui fais faire des chansons puis je sors un album avec ça. Puis en fait pendant l'écriture j'avais plus envie. Je me disais non, il y a quelques chansons dans le roman, mais j'avais plus envie, j'avais juste envie que ce soit un roman. Mais ça me titillait de faire un album sur des textes issus de romans. Et puis comme au Gaélique, on rate jamais une occasion de lancer un projet débile, il y a une année, un petit peu moins d'une année, on était en novembre 2024, j'ai dit, j'ai cette idée en tête, c'est peut-être débile, mais j'ai lu plein de vos textes, il y a plein de trucs super, puis moi je me propose de mettre ça en musique, mais avec une ambition toute mesurée, je propose de le faire parce que je me sens capable de le faire seul, un truc assez simple du coup, sans viser la grande production, etc. Et il y a eu, comme souvent, un enthousiasme assez débordant de la part des auteurs et des autrices du Gaélique. C'est avec le Gaélique et souvent c'est souvent comme ça, et on ne sait jamais si c'est l'enthousiasme du moment ou si ça va après aboutir sur quelque chose, mais souvent quand même, il y a des lanceurs de projets, puis des gens qui suivent, et puis ça donne lieu à des recueils, ça donne lieu à des festivals, des festivals. Des festivals, je crois. Ça donne lieu, à des événements en tout cas. Et là, assez vite, des gens m'ont dit non seulement on est partant, mais voilà, je te propose ce texte, ou je te propose ces textes, pioche, dis-moi ce que t'en penses. Et au départ, 13 auteurs m'ont proposé des textes, et puis moi j'avais envie d'en rajouter un issu de ce roman qui parle du barde. Et puis par la suite même, il y en a eu un 14e qui s'est joint, un 15e du coup en tout, si on me compte dedans, qui s'est joint à nous. Et je me suis dit, je vais essayer de proposer quelque chose sur la base de tout ça. Et puis on pourrait bosser dessus à plusieurs, parce qu'il y a plein de musiciens dans le Gaélique. Il y en a de nombreux autres. On pourrait bosser à plusieurs là-dessus, mais à ce moment-là, il faut envisager un projet qui dure beaucoup plus longtemps, parce qu'il faut trouver des moments où on bosse les uns avec les autres. Et le temps, c'est le nerf de la guerre, c'est pas évident, à commencer par moi, de dégager du temps pour rencontrer du monde. Assez vite dans le projet, j'ai fait des propositions de composition, puis les gens ont dit c'est super. Donc j'ai dit je me lance, j'y vais, puis si quelqu'un qui même me suive, si quelqu'un d'autre veut proposer, qu'il propose, ou qu'elle propose. Et plein de gens ont proposé leurs compétences pour agrémenter tout ça, en disant moi je pourrais chanter, moi je pourrais jouer d'un instrument. Mais personne n'a voulu finalement toucher à la composition. Donc je me suis attelé à composer sur ces textes. J'en avais bien plus que les 16 chansons que ça donne maintenant. Mais j'ai choisi ceux qui me parlaient le plus. Et quand je parlais tout à l'heure du fait que j'avais bossé de manière instinctive, c'est que j'ai pas une seule fois galéré pour trouver quoi faire sur un titre. Ça m'est arrivé de simplement lire les textes, et puis après, en me baladant, tout d'un coup, j'étais merde, j'ai une idée. Donc je prends mon téléphone, je l'enregistre. Avec ma voix, je me chantonne une ligne de basse, ou une percussion, ou j'en sais rien quoi, ou une mélodie. Et puis, plus tard, peut-être ce jour-là, peut-être un autre jour, quand j'ai le temps, je prends l'instrument, puis j'essaye de transposer dessus. Et vraiment, je pense que j'ai pas passé plus d'une heure par chanson à composer les chansons, puis à faire des maquettes. Et j'ai eu que des retours positifs. Donc c'est pour ça que c'est allé super vite, puis qu'aujourd'hui on a un album terminé. C'est que assez vite on m'a dit je valide, mais il faudrait voir ci ou ça, ou juste je valide. Et j'ai pu passer à des versions B que j'ai proposées, on m'a dit là c'est bon. Et assez vite du coup j'ai pu commencer à enregistrer l'album définitif,
en sachant que moi j'ai un bout de formation quand même de technicien du son que j'ai faite il y a une quinzaine d'années pour me faciliter la vie, parce que moi j'aime bien l'artisanat, puis j'aime bien faire moi-même, et puis ça parlera aux auto-édités d'entre nous. Mais il y a une part de contrôle de A à Z qui est assez intéressante quand tu sais que tu peux enregistrer, éditer, mixer, et tout faire toi-même, et sortir un produit qui est à peu près entendable, quoi. Et à force de pratique, en plus, j'ai acquis une certaine compétence dans le domaine. Donc j'ai pu enregistrer cet album, et puis quand j'étais proche de la fin, j'ai fait venir les musiciens qui avaient proposé. Donc il y a Bénédicte Gandois qui est venu au violon et à l'alto, Marie Lyonnais qui est venue chanter sur 3 chansons, il y a Jean Morizot qui est venu faire un rap sur 2 chansons, et il y a Lionel Truand qui est également venu contribuer au rap sur une chanson. Et Lionel et Jean aussi chantaient la chanson grivoise avec moi, parce qu'il y a une chanson grivoise qui est un peu a cappella. Donc on a tout ce beau monde qui vient du Gaéligue, et évidemment, comme on ne pouvait pas faire autrement, c'est aussi un des auteurs du projet qui a fait l'illustration, la magnifique illustration de pochette, si on veut bien, de cet album, qui en fait sort en dématérialisé, mais il faut quand même toujours une image, ce qu'on appelle pochette, pour afficher sur les sites, les plateformes de streaming, etc. Et on aura aussi un petit livret papier pour les bons clients du Gaéligue. Donc l'illustrateur dont tu parles, c'est Lucien Ville. Qui est auteur, qui a de nombreuses publications, mais qui est aussi illustrateur qui travaille aussi comme illustrateur pour des projets professionnels. Qui a d'ailleurs illustré des recueils du Gaéligue et qui a illustré des recueils du Gaéligue. Et d'autres à sortir, et d'autres à paraître. Voilà, absolument. Et qui a un texte qui est mis en musique dans ce projet, puis qui a dit, moi je suis partant pour le faire, je fais de l'encre de Chine si ça va. J'ai dit, moi j'avais déjà vu un peu son travail, donc pour moi c'était assez clair que ça allait le faire. Oui. Et puis lui, il s'est un peu gêné, il m'a dit, ouais, j'ai un truc, mais je sais pas trop, j'ai d'autres idées, et puis ce qu'il m'a montré était fantastique. J'ai dit, non mais va au bout de ce truc, parce que c'est ça. Et en fait, on s'est jamais rencontrés quasiment. Je crois que Lucien et moi, on s'est croisés au Salon du Livre à Genève, on s'est serré la main, on a discuté 2 minutes. Il est très, très furtif, Lucien. Voilà. C'est difficile de le rencontrer. En tout cas, Lucien, on te salue. On te salue, Lucien, si tu nous écoutes. On a bossé ensemble, on a rigolé ensemble des fois sur des trucs, alors que, en fait, c'était tout à distance. C'est arrivé qu'il m'envoie un dessin, puis que je lui dise, ah bah c'est marrant, j'étais en train de bosser sur l'album du Gaéligue, je suis en train d'enregistrer des bruits dans ma cuisine parce que je fais une chanson de sorcière, et puis je veux des trucs qui grincent, etc. Et puis là, lui, ça le faisait penser à Dancer in the Dark, et puis je dis, ah bah justement, ça me donne envie de l'écouter. On rigolait sur ce qu'on était en train de faire, puis on bossait les deux sur ce projet-là, ou à ce moment-là, il bossait sur l'illustration d'une nouvelle, mais... Enfin voilà, ça a été tout fait au sein de ce groupe d'auteurs. Puis l'idée, c'est de se dire que dans le fond, en mettant en musique tout ça, moi j'avais envie que les potentiels auditeurs et auditrices, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens qui vont écouter ça, c'est ou des gens qui me connaissent moi comme musicien, ou des gens qui connaissent les auteurs du projet, et qui vont se dire, tiens, il y a Catherine Roland qui est dans ce projet, j'écoute sa chanson, puis après ils vont se dire, bah, ça raconte quoi les autres chansons, et ils vont dire, ah tiens, il y a aussi une chanson de Sarah Schneider, tiens, j'aime beaucoup ce texte, qu'est-ce qu'elle écrit? Et c'était vraiment d'avoir un moyen promotionnel un peu différent du marque-page, de la carte de visite, etc. Puis de se dire, les chansons, c'est un bon moyen aussi de présenter ce qu'on fait. Pour certaines, on a dû retravailler des textes de manière à ce que ça passe en chanson. Il y a des gens qui ont dit, j'ai pas vraiment une recette que tu pourrais mettre en musique, mais j'ai un passage de ce bouquin qui parle pas mal de cuisine, je vais t'écrire une chanson sur ce passage-là, donc qui ont écrit des chansons exprès pour ce projet, et au final, on a 16 chansons dans des styles divers et variés. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est que chaque chanson est différente, alors, avec des styles qui sont tout à fait uniques et complémentaires à la fois. C'est là où on retrouve ton instinct, c'est que tu t'as écouté tes émotions en lisant le texte, oui. Et ça a donné du coup des styles différents parce que émotions différentes, quoi. C'est ça. Alors après, ces émotions sont canalisées par mes références culturelles et musicales. Donc moi, je suis pas capable de faire du jazz parce que je suis pas assez. Voilà, c'est pas mon domaine musical. Il y a pas de jazz dans cet album. Je suis pas un grand spécialiste de l'électro. Il y a pas d'électro dans cet album. Mais par contre, tout ce qui est un peu organique dans le domaine de l'acoustique et puis du rock, je connais. Donc j'ai fait un peu dans ces styles-là, avec quand même une petite chanson un peu manouche, avec quand même du folk, des chansons avec une sonorité un peu plus médiévale. Enfin, il y a des choses où je me disais, là, ça a du sens de souligner le trait du propos,
puis d'autres pas du tout. On a Fabrice Pittet et Sarah qui écrivent tous les deux en fantasy. Enfin, Fabrice, il a une chanson de métal, et Sarah, c'est une chanson folk plutôt médiévale. Et parce que, alors soit ça m'inspirait ça, soit certains auteurs m'ont donné des pistes. Puis ça correspond à la personne. Enfin, quand tu connais les auteurs, tu te dis ça correspond bien à la personnalité de chacun. Fabrice, c'était en rigolant. Ouais, moi j'aimerais un métal norvégien, je sais pas quoi. Alors évidemment, je suis pas capable de faire ça. Donc je lui ai pondu un truc dont je suis capable. C'est plutôt un peu hard rock qui tire vers le métal. Et puis voilà. Après, il y a Kate Wagner qui disait moi j'aimerais bien un truc qui soit un peu à la Bashung. N'étant pas le plus grand connaisseur de Bashung, j'ai écouté du coup quelques albums. Puis après, j'ai dit, j'entends un truc comme ça. Puis je lui ai proposé, elle a dit, c'est exactement ça. Donc voilà, il y a eu ces échanges, ça m'a nourri. Je pense que c'était une expérience. Ça a nourri les auteurs parce que... Pour tout le monde, ça a été, je crois, une expérience assez extraordinaire. Mais je pense, parce que les gens me disent que c'est fantastique. Et en fait, pour moi, c'était fantastique parce que aucune de ces chansons n'existerait sur des textes à moi. C'est vraiment, à part celle que j'ai composée sur un texte qui vient d'un de mes romans, mais pour toutes les autres, c'est ces chansons-là parce que c'était ces textes-là. Et ça, il y a ce côté un peu de match qui s'est fait. Il y a un côté communion, communion, réunion de synergie finalement. Et qui va tellement avec l'esprit du gaélique aussi. C'est ça. Je pense que c'est le mot en fait qui moi me parle. C'est que moi dans la vie, je suis pas à la recherche de dissension. Moi, ce qui me parle, c'est le partage, les synergies. C'est de me dire à plusieurs, on est plus fort. On crée on est plus en tout cas. Bien sûr. Et à deux, on est plus que deux en fait. On est l'un plus l'autre, plus le cumul des deux. Enfin, il y a tout ça qui s'est joué dans ce projet. Et voilà, moi je trouve que ce qui est important, c'est de sortir des questions d'ego et puis de se dire comment est-ce qu'on met les choses à contribution pour qu'elles servent le projet. Donc cet album sera disponible gratuitement, justement, le but n'étant pas de vider le porte-monnaie des lecteurs et des lectrices potentielles, mais de les appâter plutôt vers nos romans par des chansons. Et puis, les auditeurs qui y tiennent pourront contribuer en versant quelque chose pour l'album, mais ce ne sera pas une condition pour écouter l'album. Et ça sort dans le cadre du festival Alterfiction, qui est le festival lancé par le Gaélique avec la Maison d'Ailleurs d'Yverdon, au Château d'Yverdon, le 15 novembre 2025. On a toutes les infos. Cet album, tu peux rappeler comment il s'appelle ? Cet album s'appelle Les Manuscrits Enchantés, avec le « en » de chanter entre parenthèses. Et ça aussi, ça a été assez collégial. On a décidé par une sorte de vote sur le groupe de notre moyen de communication dont on ne citera pas le... Oui, avec la marque. Tu t'absentes une heure, tu as 153 messages. Sur ce groupe, on a proposé des idées de titres. Et puis, à un moment donné, Lucien Vuille, qui aime bien faire des sondages, il a récupéré tout ça, il a fait un sondage. Et puis, celui qui a eu le plus de votes, ça a été le titre. C'était celui-là. Et on est parti là-dessus. Et j'en suis vraiment très heureux. J'aurais pas vu un meilleur titre que ça. Ça sort des manuscrits, c'est chanté, et il y a le côté enchanté justement de l'aspect merveilleux de tous les auteurs de la thématique, oui, absolument. Ça coûte très cher de presser quelques CD ? Alors, ça coûterait un certain montant, ça demanderait aussi de passer par une case mastering professionnel au niveau audio pour les faire presser. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est probablement comme pour pas mal de presse de livres, le calibrage des machines pour le pressage est souvent à des 1000 ou 500 objets. Ouais. Et en dessous, c'est plus cher. Parce qu'ils doivent recalibrer les machines et c'est impossible d'écouler. On a aujourd'hui quasiment que des gens qui écoutent. Moi, j'ai des groupes de musique et on n'écoule plus un album. Oui, c'est ça. Au concert, on en vend 2 ou 3 et encore. Et en fait, c'est devenu des cartons qu'on stocke dans nos greniers. Et c'est malheureux parce que l'objet m'a toujours beaucoup plu. Mais surtout qu'il y a un livret qui est magnifique. Je disais même, on pourrait partir sur un vinyle parce qu'aujourd'hui, il y a un retour du vinyle. Puis il y a le côté artisanal, il y a le côté matériel, mais c'est niche quand même, c'est assez niche et c'est cher. Je pensais pour nous et je pensais à du coup quelque chose de plus amateur, c'est-à-dire avoir un graveur de CD, graver les WAV et puis... Alors mais ça, c'est possible. Il y aura quand même un objet, parce qu'il va y avoir le livret. Oui, ça, d'accord. Ouais.
Donc avec, j'imagine, des QR codes ou quelque Exactement, chose comme ça. Au dos du livret, il y a le QR code pour accéder à la page du site du Gaélique sur lequel on pourra écouter l'album. Et en plus de ça, évidemment, l'album sera sur les plateformes usuelles, donc qu'on ne nommera pas, mais notamment sur lesquelles sont diffusées. Toutes celles auxquelles vous êtes. Du haut de plume, entre autres. Nous, on les nomme tout le temps. Voilà, voilà, en gros, sur toutes les plateformes principales de streaming. Et nous, on a la chance, et on va la faire partager à nos auditeurs, que tu as accepté de nous chanter une des chansons j'allais dire a cappella, pas du tout, tu es accompagné de ta guitare, mais en direct, en direct et en vrai. En léger différé, on va dire. Parce oui, mais en direct, là, oui. On va se mettre propre pour avoir un audio acceptable pour le podcast, mais on va faire ça maintenant, je pense, si tu es OK. OK, ça me va. Je vais donc vous interpréter une chanson qui s'appelle « Crépuscule de feu », dont le texte est de Pascal Lovy. 2 prophéties de ces romans qui se retrouvent dans cette chanson. Et ça va comme ça. Solitude sublime, aux portes de l'amertume, écoute les sombres rimes de ces poésies de brume, et tu trouveras peut-être dans des espaces enfouis des façons de renaître, là où d'autres ont péri. Ne recherche jamais un crépuscule de feu, car tu y décèlerais les larmes de tes yeux. Ne recherche jamais un crépuscule de feu, car tu y décèlerais les larmes de tes yeux. Alors, et on est de retour. On est de retour. Merci beaucoup pour ce super intermède musical qui fait, avec plaisir. Qui fait vraiment envie. Alors, malheureusement, on ne va pas te faire chanter les 15 autres chansons, mais vous pourrez les avoir dès la mi-novembre à Alterfiction et sur toutes les plateformes. Et je vais juste préciser encore une chose, c'est que pour teaser un petit peu cet album, on sort un titre par mois depuis le mois d'août. Donc il y a déjà 2 titres depuis aujourd'hui qui sont disponibles à l'écoute sur notre Bandcamp, qui est une plateforme d'écoute qui est un peu plus respectueuse des musiciens, et sur laquelle vous trouverez déjà 2 titres qui sont composés sur les textes de Aliérel Ilesi et de Amélie Hanzer. Magnifique, on mettra les liens sur les descriptions des épisodes. Enfin,
Et alors, comme tu es un homme généreux, je pense qu'on le savait déjà, et à la suite de cet entretien, on en doute encore moins, tu nous as fait un troisième cadeau. Merci. Avec plaisir. Et qui me fait d'autant plus plaisir que, comme on l'a compris, moi, le texte que j'attends avec impatience, c'est la dystopie post-apocalyptique vaudoise. Ça, j'ai très hâte. Et tu nous fais l'honneur de nous lire un extrait de ce texte, donc, qui est tout à fait inédit. C'est inédit. Pas encore publié, mais on va avoir droit, pour finir cet épisode, à cet extrait. On t'écoute. Alors, je tiens à préciser que c'est brut et pas encore travaillé, mais ça raconte déjà un bout de l'histoire. Ça se déroule à peu près au milieu. Rob et moi l'avons suivi sans poser de questions. Lynn avait ce charisme qui vous convainc sans nul besoin d'argumenter. On avait donc quitté Échalant, avec assez de nourriture pour tenir un jour seulement. On a rapidement atteint le village de Goumoin-la-Ville, qu'on a traversé aussi discrètement que possible et on s'est arrêté pour la nuit à Goumoin-le-Jus, le bled suivant. On attend toujours la nuit avant de s'installer où que ce soit. Un lieu peut paraître désert, et ce n'est qu'en découvrant l'éclairage d'un feu ou d'une lumière qu'on réalise que ce n'est pas le cas. On a donc pu observer que dans ce petit patelin, il restait 2 maisons habitées, ou tout du moins éclairées. La prudence nous a incités à trouver une piaule le plus loin possible. On a renoncé aux 2 premières baraques dans lesquelles on a entrepris d'entrer. Les familles qui y avaient vécu étaient encore présentes, à un état de décomposition avancé et l'odeur était insoutenable. La 3e maison convenait parfaitement pour envisager une nuit reposante. Nous y avions même trouvé quelques sachets de soupe lyophilisée et 2 conserves de cœur d'artichaut, une manne inespérée qui nous a remonté le moral. Rob était un type d'une 20aine d'années, plutôt réservé, qui voilait son regard derrière ses boucles sauvages. Je l'avais rarement entendu parler sans y avoir été invité. Mais dans cette maison, j'ai découvert une autre facette de sa personne. Un vieux piano droit poussiéreux trônait contre le mur du salon. Rob s'y est assis timidement. Il a ouvert le couvercle et posé ses doigts sur les touches. Les minutes qui ont suivi m'ont bouleversé au plus profond de moi-même. La musique manquait tellement à ce monde. Quand l'électricité vient à faire défaut, seule demeure la musique vivante. Je n'avais jamais prêté attention aux fanfaronnades de mon père, qui ne jurait que par les vieux groupes qui savaient écrire de bonnes chansons. De celles qui peuvent se jouer sur un piano ou une guitare sèche. Ce soir-là, j'ai repensé à lui. Rob ne semblait plus se rappeler de notre présence et enchaînait les chansons dans un anglais parfait. L'ambiance était feutrée et les compositions intimistes. « C'est magnifique », lui dis-je lorsqu'il s'arrêta. « C'est de qui ?» Gêné, il me regarda par en dessous. « C'est que des idées de chansons, rien d'abouti. »« Tu veux dire que c'est de toi ?» Lynn ne semblait pas aussi surprise que je l'étais. Elle devait déjà connaître les talents de Rob. « T'es trop modeste, Robbie, lui lança-t-elle mutine. Si c'est pour qu'on te dise que t'es le meilleur, tu peux toujours te brosser. » Rob maugréa quelque chose et j'éclatai de rire, bientôt suivi par Lynn et par Rob lui-même. Comme souvent, depuis que le virus fait partie de nos vies, les moments de légèreté devraient nous rendre vigilants. On ne peut pas baisser notre garde trop longtemps, on l'avait déjà plus ou moins compris, mais le monde d'avant était encore trop enraciné en nous, alors on ne l'avait pas encore tout à fait intégré. Lorsque la vitre a volé en éclats et que la tête de Rob a explosé comme une pastèque, tapissant la paroi d'une gerbe rougeâtre incrustée de morceaux, ça nous a laissé bouche bée, l'espace d'un instant. Chut. On était dans le beau morceau de musique et... Oui. Ok. Bon, c'est cadeau. Alors je sais pas quoi te dire. Déjà qu'il y avait la souris. Bon. Alors voilà, vous saurez si vous lisez Tibéria pour la souris. J'ai teasé. Mais waouh. Alors j'ai vraiment envie de lire la suite. Ok. Donc voilà, je fais un appel à la maison d'édition. Merci infiniment, David. Avec plaisir. Et merci pour ta venue. Pour le partage. Merci à vous deux, parce que grand fan de Duo de Plume depuis ses débuts. C'est cool, pas rien. Merci. C'est pas rien pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai fait plein d'interviews, mais celle-ci, c'était un peu intimidant quand même. Je tiens à le dire. Alors écoute, ça ne s'est pas vu. Et Tant mieux. était vraiment... Ravi de t'accueillir, de découvrir tous tes univers. Merci encore pour les magnifiques cadeaux que tu nous as offerts. Merci à vous. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, je suis un mauvais élève. J'ai écouté tous vos épisodes sur ce qu'il faut faire et je ne fais pas les choses comme il faut. Je n'ai pas de site internet. Sur les réseaux
Je suis présent sur les réseaux Instagram et Facebook. Vous me trouvez David Tschop, mon nom est un peu suisse, donc T-S-C-H-O-2-P. Sans point, sans tiret, tout appendu. Vous allez me trouver facilement. David Tschop auteur sur Instagram, David Tschop tout court sur Facebook. Et puis après, j'ai des groupes de musique, j'ai des projets à gauche à droite, mais vous me trouvez sur la page du Gaëlig. Absolument. Et puis, tu seras les prochaines dédicaces donc à Alterfiction à Yverdon avec pas mal de gens du Gaëlig en l'occurrence, les 15 et 16 novembre prochains, donc le 2025, au château. Je crois qu'on est plus de 60 auteurs. Donc, oui, alors absolument, c'est vrai que, bien entendu, alors c'est vrai que c'est un festival qui est à l'initiative un peu du Gaëlig, mais ouvert à beaucoup de monde et qui promet d'être incroyable, avec donc le vernissage, on peut dire vernissage de l'album. Je ne sais pas si on dit vernissage dans la mesure où il n'y aura pas un événement particulier, la sortie a lieu et il y aura une borne d'écoute, voilà. D'accord. Magnifique. Il faut moyen pour les acheteurs et acheteuses d'obtenir ce petit livret en cadeau pour accompagner l'album. Trop cool. Donc, une raison de plus de venir à ce beau festival. Et puis ensuite, toi, les prochaines dédicaces, c'est Genève, t'as pas quelque chose avant? Ouais. Donc, le Salon du Livre de Genève en 2026. mars prochain, 2026. Je ne sais plus les dates du 19-20 mars dans ces eaux-là. C'est autour du 20 mars, absolument. Autour du 20 mars, avec précision absolument incroyable. Autour du 20 mars à Genève. En fait, c'est pas tout vrai. J'ai plus la date ici. J'ai un marché dans mon village à Noël. Alors, c'est vraiment un marché villageois tout petit, mais pour la première fois, je vais y vendre. C'est à Daillan. D'accord. Et je dois avoir la date quelque part, mais j'ai quand même cet événement-là avant le Salon du Livre, qui est donc en décembre, mais c'est un samedi de décembre. Voilà, c'est le 14, non, c'est un dimanche. Le 14 décembre, je serai à Daillan, dans mon village, dans la cour d'école, à vendre, à me les geler et à vendre quelques tibéréas. Bon, alors, magnifique. Eh bien, je pense que les lecteurs, les auditeurs seront au rendez-vous et on te remercie infiniment pour ta venue. Merci à vous deux. Avec grand plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis si, vous avez forcément adoré puisque vous avez aimé cet épisode. Manifestez-vous. Confirmez-le nous. Si vous avez peut-être des questions, des réflexions, même si on publie, comme aime dire Cyril, en léger différé, on peut quand même transmettre, on va rester en lien avec David, donc on peut quand même transmettre, bien entendu, vos questions ou vos commentaires, ou vous pouvez lui écrire directement via les réseaux sociaux. Et pour nous, Cyril, on se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude. Salut Catherine, salut David, merci beaucoup. Salut Cyril, salut Catherine. Salut.